Il est 9h50. Bonjour, prise d'antenne exceptionnelle pour un événement exceptionnel. Après 3 années de travaux, Bordeaux inaugure ce matin, à la veille de l'ouverture au public, la Cité du Vin. Inauguration prévue en présence du président de la République, François Hollande, et inauguration attendue dans le monde entier. Alors, le programme de cette matinée inaugurale est riche. Les nombreux invités sont en train d'arriver par bateau, ce qui leur permet de découvrir l'édifice côté fleuve, et tous attendent le président de la République pour faire une visite complète de ce musée Grand Cru. Une visite que bien évidemment nous allons suivre de très très près avec notre équipe de journalistes sur place, et je crois que nous allons immédiatement retrouver Karim Jbali. Karim, vous vous trouvez tout près du pont Jacques Chaban-Delmas. Alors est-ce que ce matin les Bordelais sont là? Écoutez, les Bordelais sont très très loin. Je suis sur le pont Chaban, comme vous pouvez le découvrir ici. Mais depuis 1 heure, les conditions de sécurité sont exceptionnelles. C'est le mot à retenir, exceptionnel. Les trams sont à l'arrêt, les gens sont descendus, les chantiers sont quasiment à l'arrêt. Et puis quand vous dites des Bordelais, les Bordelais sont contenus derrière des barrières de sécurité qui sont à peu près à 500 mètres sur les quais, 500 mètres du côté des boulevards. Donc a priori, c'est une zone où il n'y a personne. Alors je suis allé à la rencontre des voisins. Le voisin le plus proche, c'est vous, c'est Cap Science. Alors ces conditions de sécurité, ça pose un petit problème ce matin. C'est un peu difficile ce matin, effectivement, pour que les classes arrivent, parce que nous on fait des visites de classe, d'exposition sur la science, et donc on avait 12 classes attendues, et là elles arrivent au compte-gouttes. Donc heureusement on arrive à contacter les agents de sécurité pour les faire venir, les faire passer à travers les barrières, les barrages, etc. Alors Karine, au-delà des consignes de sécurité, quand même avoir un voisin de cette ampleur, c'est magnifique pour vous. Ah, pour nous, c'est une vraie chance, et pour Bordeaux, je pense, en général, d'avoir cette cité du vin qui va attirer autant de touristes, notamment dans ce quartier, donc les bassins à flot, qui était historiquement un quartier un petit peu reculé, et qui maintenant devient un quartier central avec cette cité du vin. Voilà. Bah, écoutez, c'est tout ce qu'on pouvait dire. Je vais aller à la rencontre d'autres Bordelais et espérer en trouver. Et nous irons vous retrouver régulièrement, donc, Karim. Un peu de votre précieux temps ce matin. Vous êtes présidente de la fondation de la Cité du Vin. Donc ça y est, c'est le grand jour. Dans une petite demi-heure, le président de la République sera là donc, pour inaugurer cette Cité du Vin. C'est un grand moment d'émotion pour vous? Oui, absolument. C'est un grand moment tout court d'ailleurs, et je suis effectivement très émue. Mais nous sommes très heureux, très honorés que le président de la République vienne nous rendre visite et vienne inaugurer cette cité qui a mis 8 ans en fait à se construire. C'est un très beau projet qui a rassemblé beaucoup d'énergie, et à la fois privée et publique, et nous sommes très heureux de pouvoir l'inaugurer aujourd'hui. Alors est-ce que tout est prêt pour accueillir les premiers visiteurs? Ce sera demain. Oui, bien sûr. C'est demain matin à 10h que la cité ouvre ses portes officiellement. Oui, tout est prêt, j'allais vous dire. Évidemment, il y a toujours, vous savez, les petites retouches de dernière minute. Mais effectivement, toutes nos équipes vont travailler ce soir, cette nuit, de manière à être prêts pour demain matin. Alors, est-ce que ce bâtiment tout en rondeur et au reflet doré est celui dont vous aviez rêvé au tout début? Oui, il est même au-delà. Je dois vous dire, de nos espérances, de ce que nous avions imaginé à partir d'une maquette toute simple, qui nous paraissait déjà très belle. Eh bien, là, je trouve que la réalisation est bien au-delà de nos espérances, parce que maintenant que la lumière, si vous voulez, tout autour de ce bâtiment, alors aujourd'hui, on n'en a pas vraiment l'expérience, bien entendu, mais dès qu'il y a un rayon de soleil, c'est un bâtiment qui vit. Cette architecture qui est en quelque sorte fluide, si vous voulez, tout en rondeur et tout en courbe irrégulière, en fait... grâce à ces aspects, grâce à la fois au verre et au métal qui la compose, reflète la lumière, mais sous certains angles complètement différents, d'une heure à l'autre de la journée et suivant le temps qu'il fait. Et c'est tout à fait magique, et je crois que c'est effectivement ce qui nous a le plus surpris et le plus émerveillé. Alors c'est vous qui avez porté ce projet à bras-le-corps. Vous le portez déjà depuis 8 ans. Le pari était un peu fou, non ? Oui, d'autant plus que ça faisait une vingtaine d'années qu'on y pensait, qu'Alain Juppé le souhaitait, et il a fallu en fait pouvoir rassembler toutes les énergies, rassembler en particulier toute la filière viticole qui avait quelques hésitations au départ, mais qui, grâce à quelques jeunes talents comme Bernard Farge et bien d'autres, ont réussi à fédérer les viticulteurs, les négociants, toute la filière pour aider, d'abord pour donner le feu vert, et ensuite bien entendu pour aider au financement.
Alors, vous avez travaillé main dans la main avec Philippe Massol, le directeur de la Fondation de la Cité. Oui, alors ça, c'était une très grande rencontre, une très belle rencontre, je dois dire. Philippe Massol est quelqu'un d'extrêmement talentueux qui a travaillé longtemps au Futuroscope, à la grande époque du Futuroscope, et qui a vraiment été un des fondateurs aux côtés de René Monoury, et puis qui a travaillé sur pas mal de projets. Et il nous semblait être l'homme de la situation. Il l'a prouvé, plus que prouvé, puisque aujourd'hui, c'est lui qui a eu toutes les intuitions. C'est lui qui a eu l'intuition de créer cette scénographie, en fait, en même temps que l'architecture. Donc l'appel d'offres a consisté à sélectionner un architecte et un scénographe, de manière à ce qu'ils travaillent ensemble dès le départ, justement dans le souci, dès le départ, de comprendre ce qui plairait aux touristes, plairait à l'amateur de vin qui viendrait découvrir ce qu'est la culture du vin. Donc Philippe Massol, c'est bien plus que le chef d'orchestre. Bien plus, bien plus. Alors, parlez-nous un petit peu de cette Cité du Vin. Est-ce un musée grand cru, comme certains l'appellent déjà ? Oui, alors un musée grand cru, mais au service de l'ensemble de la profession. À la fois Bordeaux, certes, mais pas que Bordeaux, l'ensemble des vins français. C'est ce qui est très important de comprendre. Cette cité va présenter toutes les facettes de la culture du vin, mais elle sera illustrée par tous les vins du monde. Et c'est ce qui est très important pour nous. On ne peut pas parler de culture du vin si on ne parle pas de patrimoine universel. Et c'est ce que nous allons découvrir dans cette cité, et je pense que c'est très important. Et c'est vraiment une cité, un lieu unique au monde, qui n'a pas d'équivalent dans le monde. Absolument. Il n'y a absolument rien de semblable, en tout cas de cette telle ambition. Il y a un ou deux sites, en particulier un seul qui fonctionne aujourd'hui, qui est en Australie, aux Antipodes, et qui ne parle que des vins australiens. Sylvie Cazan, on va vous libérer puisque vous allez devoir accueillir donc tous vos invités, également le président de la République. On vous souhaite bien sûr une très belle journée, une belle inauguration, et on vous laisse repartir très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci Sylvie Cazan. Belle journée. Merci. Voilà, inauguration donc ce matin de cette Cité du Vin. Nous allons tout de suite retrouver du côté du ponton de la Cité du Vin Jean-Pierre Stahl. Il y a, je crois, beaucoup d'effervescence autour de vous. Tout à fait Marie, il y a une grosse effervescence, une effervescence qui a commencé de très bonne heure ce matin, puisque à 7h50, ce sont 100 journalistes qui ont pris place à bord d'un bateau pour venir accoster ici sur ce tout nouveau ponton, la Cité du Vin, un ponton qui a coûté 1 700 000 €. Par la suite, ce sont 400 invités qui ont pris place aussi à bord de bateaux pour venir visiter cette Cité du Vin en attendant le président de la République. Parmi ces invités, on a bien sûr des mécènes français, des mécènes américains, des propriétaires de châteaux, des maisons de négoce. Le président de la République, lui, est attendu sous peu, d'ici 10h30. Il sera accompagné du Premier ministre géorgien, d'ambassadeurs, de consuls. En attendant, on a demandé à toutes ces personnalités du monde du vin de bien vouloir visiter cette Cité du Vin. Une visite qui, de toute manière, va durer à peu près 2 heures. C'est, je crois, Marie, le temps de notre émission. Exactement Jean-Pierre, nous sommes en direct pour vous faire vivre donc au plus près cette inauguration de la Cité du Vin en direct jusqu'à 12h15. Alors moi ce que je vous propose à présent c'est de revenir immédiatement en images sur la construction de cet édifice. Voici un time-lapse réalisé par Philippe Combe, photographe d'architecte.
Et nous allons immédiatement retrouver Jean-Pierre Stahl qui se trouve, je crois, aux côtés des architectes qui ont imaginé, qui ont dessiné à 4 mains donc ce bâtiment absolument hors norme, Jean-Pierre. Tout à fait, Marie. À mes côtés, Anouk Legendre et Nicolas Desmazières. Anouk Legendre, ce bâtiment, finalement, ça a duré 3 années pour le construire. Mais dites-nous, comment vous est venu ce trait de crayon ? Alors, en fait, c'est parti d'un grand vin qu'on a goûté un jour et nous a convaincus de faire une sorte d'hommage au divin breuvage. Et donc, d'où cette forme balancée, un peu dansante, qui évoque l'élément liquide, qui rend aussi hommage au génie du vin, au génie du fleuve. Et voilà, c'est ce qu'on a voulu montrer avec la forme que vous voyez là. Alors ce que les téléspectateurs ne savent pas forcément, c'est que cette cité des vins n'avait pas forcément cette figure-là, elle devait avoir aussi une autre couleur. Alors au début, c'est un projet qui était plutôt dans les rouges et finalement, en parlant avec l'architecte des Bâtiments de France, on a plutôt réorienté le projet vers des teintes plus dorées qui étaient plus en rapport avec la couleur de la ville de Bordeaux. Alors ce projet, finalement, est aujourd'hui l'emblème de la ville de Bordeaux, quasiment, et a des reflets assez étonnants. Comment vous avez conçu ces reflets ? Est-ce que c'était facile de mettre ça sur un papier, puis finalement de voir ces reflets qui sont dorés, argentés aujourd'hui ? Alors, comme vous le voyez, il y a plein de reflets dorés, argentés, plus ombreux. C'est toujours changeant. Il y a des lacs spéciaux avec des particules de mica à l'intérieur qui changent avec le temps. Parce que le vin, ça change tout le temps, suivant la personne. Et on voulait que le bâtiment lui aussi change suivant ce qui se passait en fait. C'est pour vous, j'imagine, une émotion aujourd'hui ? Oui, c'est un grand moment d'émotion. Le premier jour où le public arrive dans le bâtiment, pour les architectes, ça fait 5 ans qu'on travaille dessus. C'est un grand moment. Nicolas, dites-nous, il y a eu quelques contraintes pour pouvoir construire cette cité. Je pense déjà aux fondations. Oui, on est au bord de la Garonne, donc c'est un milieu très humide. Et donc on a 400 pieux en béton qui descendent profondément pour ancrer le bâtiment, pour pas qu'il quitte son site au moment des très grandes eaux. Il y a eu aussi un autre exploit, c'est finalement cette charpente en bois lamellé-collé. Oui, il y a plus de 500 arches toutes différentes en lamellé-collé qui dessinent à la fois la forme extérieure et la forme intérieure du parcours permanent. Et c'était pour nous, c'était important par rapport à ce que disait Anouk, de générer une grande forme continue. Et finalement, les arches en bois et le bois se prêtaient le mieux à cette volonté architecturale en fait. Alors ça vous fait finalement une belle carte de visite. Vous avez été aussi primé, je crois, à Milan. Oui, nous avons fait le pavillon de la France pour l'exposition Milano 2015 et le pavillon qui était aussi tout en bois a gagné le premier prix d'architecture du Bureau international des expositions. Vous avez un autre grand projet, je crois, dans les années à venir à Paris ? Oui, on a un projet pour réinventer Paris, donc où on va développer des biofaçades à culture d'algues, donc une sorte de rupture technologique, un bâtiment vraiment ancré dans le 21e siècle, tout comme la Cité du Vin que nous espérons soit ancre Bordeaux dans le 21e siècle. Alors, à nos côtés, nous avons aussi Alain Juppé. Monsieur le maire, ça a été un événement, cette construction de cette Cité du Vin, un projet pas facile à la base. C'était un long chemin, puisque finalement c'est en 1995 que pour la première fois je me suis dit il faut faire quelque chose dans Bordeaux pour présenter aux Bordelais et surtout à nos très nombreux touristes le vin sous tous ses aspects, son histoire qui est millénaire à Bordeaux, sa géographie qui est complexe, la rive droite, la rive gauche, la façon dont on élabore le vin depuis la vigne jusqu'à la barrique en passant par l'assemblage, les cépages, la dégustation du vin, les métiers du vin, les gens du vin. Quand on arrivait à Bordeaux du fin fond de la Chine ou du fin fond des États-Unis, on avait un peu de mal à s'y reconnaître. Au début, l'enthousiasme n'a pas été immense et puis petit à petit l'idée s'est imposée et je voudrais remercier le monde du vin, nos viticulteurs, les grands domaines et les autres d'ailleurs, qui se sont fortement engagés, d'abord en contribuant matériellement au projet, une vingtaine de millions d'euros, et puis ensuite surtout en le soutenant, psychologiquement et politiquement, en France, aux États-Unis, à Hong Kong, un peu partout à travers le monde. Vous avez vu que, selon le New York Times, si je ne me trompe, c'est une des plus grandes inaugurations de l'année au niveau international.
Alors c'est un budget de 81 millions d'euros. Ça a été facile à boucler ou il a fallu faire les fonds de tiroir? C'est toujours un peu difficile parce qu'il y a eu évidemment, compte tenu de la complexité du bâtiment, vous voyez à quel point il est original et assez fascinant. Il y a eu des mises au point, donc il y a eu un surcoût. On l'a très clairement expliqué, mais bon, tout le monde s'y est mis. La ville, l'État, l'Europe, qui a contribué de manière tout à fait importante, on l'oublie souvent de la citer, de la remercier, le conseil régional, plus récemment le conseil départemental, la chambre de commerce et d'industrie, et puis le comité interprofessionnel des vins de Bordeaux et le mécénat qui a apporté une vingtaine de millions sur les 80. Donc vous voyez que c'est une participation tout à fait importante. Nous avons aussi attaché beaucoup d'importance à la scénographie intérieure que vous allez découvrir et qui, je crois, est assez exceptionnelle. Il n'y a pas d'autre endroit au monde où on présente le vin sous cet aspect. Alors c'est une expérience unique, il n'existe pas justement d'autres endroits au monde. Vous êtes fier finalement que ce soit à Bordeaux et pas dans la Napa Valley? Peut-être qu'on va être copié, enfin peu importe, il y a de la place pour tout le monde. Bordeaux se veut la capitale mondiale du vin, partout dans la planète. Et que vous dites Bordeaux, immédiatement c'est un nom qui accroche parce que notre ville porte le nom de son vignoble éponyme, c'est extrêmement rare. Je crois qu'il n'y a que Porto au Portugal qui est dans la même situation. Donc voilà, ça sera aussi une espèce de phare dans le port de la Lune qui va nous permettre de développer une industrie touristique qui est une des grandes richesses non seulement de notre agglomération mais aussi de notre département et de la région tout entière. Vous avez vu la progression de la fréquentation touristique de Bordeaux. Nous avions 2 millions de touristes dans le début des années 2000. Nous sommes aujourd'hui à pratiquement 6 millions grâce à l'embellissement de la ville, à sa réputation, à l'UNESCO et puis aussi à des gestes architecturaux comme celui-ci. Alors ce geste, il vous parle, ça ressemble à quoi pour vous? Chacun est libre de faire fonctionner son imagination. Les architectes que je salue et qui ont fait un très beau travail, les entreprises aussi, parce que je peux vous dire que ça n'a pas été facile de réaliser ce volume, ces revêtements. Alors on nous parle d'une carafe dans laquelle on voit le vin tourner pour donner toutes ses possibilités, toutes ses richesses, s'épanouir. Voilà, donc chacun est libre. Je voudrais aussi souligner que ce bâtiment, cet édifice, se situe dans un quartier en pleine mutation de Bordeaux. Vous voyez tous les chantiers qui sont autour de nous. Ce sera un pôle culturel et touristique majeur de l'agglomération, avec à côté la réalisation du musée de la marine et de la mer, dont la première pierre a été posée tout à fait récemment, et puis la mise en valeur de la base sous-marine à laquelle nous travaillons. Vous voyez qu'il va y avoir tout autour de ce site beaucoup d'autres raisons d'attractivité. Je pense que je vais arriver aussi à faire installer juste à côté une grande halle des produits du terroir, de tous les produits de l'Aquitaine, qui est tellement riche en produits gastronomiques. Les Italiens font ça très bien, donc on va un peu s'inspirer de ce modèle pour avoir peut-être demain des petits bistrots là, tout le long des bassins à flot. Je suis sûr que ce sera un lieu très prisé des Bordelais et des touristes. Alors c'est un grand événement, le président de la République est là aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait, cette présence? Nous sommes très honorés, naturellement. Alors, le président, pour cette inauguration, c'est une marque d'intérêt pour Bordeaux. Le président aime bien venir à Bordeaux, je peux comprendre ça, puisqu'il était il y a 3 ans sur le pont Chabon-Delmas pour l'inaugurer. Il était l'année dernière à l'inauguration de Vinexpo. Voilà. Naturellement, en bon républicain, je suis très heureux de l'accueillir. Merci, monsieur le maire. Et merci à vous, Jean-Pierre. Alors nous allons revenir sur les grandes étapes de la construction de cette cité, un ouvrage absolument colossal. Avec vous, Jean-Jacques Chotan, vous êtes directeur des bâtiments de Bordeaux Métropole. Alors j'imagine que ce matin, avec toutes vos équipes, vous aussi, vous vivez une grande émotion. Oui, tout à fait, effectivement. On est enfin avec cette magnifique cité terminée à l'heure, on en reparlera sûrement, mais un challenge énorme relevé par toutes les équipes. Alors je rappelle que ce chantier a démarré en 2013, la pose de la première pierre a eu lieu en juin 2013. La première étape a été bien sûr de faire table rase du passé. Oui, tout à fait, parce qu'avant de commencer la construction, on a dû préparer le terrain et en particulier démolir un certain nombre d'ouvrages qui existaient sur cet ancien site des forges, avec, comme dans tout chantier, là aussi des aléas, des découvertes. Mais effectivement, cette première étape était importante et la première pierre, qui ressemblait un peu à la naissance d'une première vigne, était là aussi un élément important qui a permis d'enchaîner et de commencer la construction. Alors c'était un terrain très
vaseux. Et pour qu'il puisse accueillir ce bâtiment de 9 étages, il a fallu planter des pieux en béton, 300 pieux à 30 mètres de profondeur. Oui, tout à fait. 300 pieux à 30 mètres de profondeur, des pieux de 50 cm de diamètre à 1,20 m. Donc sur ces terrains-là, et on le sait, à Bordeaux, on a cette configuration géologique dans beaucoup d'endroits. Donc une intervention assez aussi exceptionnelle, avec une cadence soutenue pour encore une fois rester dans les plannings. Et puis là aussi des découvertes. On est tombé sur quelques vestiges de l'occupation allemande qui ont imposé des adaptations et puis voilà. Alors on va poursuivre avec vous, mais on va tout de suite retrouver Jean-Pierre Stahl. Il est, je crois, aux côtés du président de la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, Alain Rousset. Effectivement, Marie-Luce, avec nous Alain Rousset, le président de cette nouvelle grande région. Vous avez cru en ce projet dès le départ, puisque vous avez financé ce projet quasiment dès le démarrage. C'était une idée qui tournait, y compris pendant les campagnes électorales, comme le Grand Stade, puisque c'est moi, dans une campagne électorale, qui l'ai proposé. C'est un projet important et ça doit être une porte, voire même un portail. C'est un projet important pour le symbole de Bordeaux, parce que convaincre que c'est un art de vivre, que c'est une dégustation magnifique, que c'est un art tout court, est quelque chose d'important. On est en plus en compétition internationale. La Napa Valley, l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Espagne, le Portugal, tout ça, comme l'Italie, font partie des concurrents d'une certaine manière. Donc il faut continuer à se battre. La région, de son côté, s'est occupée de la recherche, alors du réchauffement climatique, du changement des cépages. Mais ce qui m'importe pour moi, c'est que ce ne soit pas un lieu figé, que ce soit un portail vers les vignobles, vers les vignerons, vers les châteaux. Il faut que les hommes et les femmes qui viendront ici aient l'envie d'aller dans le Médoc, dans les graves de Pessac-Léognan, aient envie d'aller à Saint-Émilion, dans le Buzet, dans le Bergerac. Il faut vraiment que toute la région s'implique, mais je crois qu'il y a des passerelles qui ont justement été faites avec les autres vignobles, ainsi que des parcours œnotouristiques qui sont prévus. Oui, oui, absolument. C'est vraiment tous les vignobles du monde. Le vin, c'est un art. C'est un art de la table, bien entendu. C'est une dégustation savoureuse, lorsqu'il est bon. Hein. Mais c'est aussi, ce sont aussi des paysages magnifiques. Il y a eu une exposition, il y a une dizaine d'années à Bordeaux, sur les quais, sur les paysages de vignobles. Et c'est superbe aussi. C'est la nature. Et c'est pour ça qu'il faut l'entretenir. Et que notre défi aujourd'hui, à nous, Conseil régional, comme aux vignerons et à l'interprofession des vins de Bordeaux, c'est de dire comment on se sort des pesticides. Comment on met en place une politique de recherche extrêmement volontaire pour se sortir des pesticides et des types de traitements que nous avons aujourd'hui. On va engager beaucoup d'argent dans ce domaine-là. Merci, Président. Merci Jean-Pierre. Nous allons donc revenir sur les grandes étapes de la construction de cette cité du vin. Nous allons, Jean-Jacques Chotan, parler de la structure en bois. Les architectes l'ont évoqué il y a quelques petites minutes. Une structure en bois constituée de 574 arches cintrées, des arches qui ont tous une forme différente et qui ont tous été faits sur mesure. Oui, tout à fait. Alors c'est aussi un des éléments remarquables, comme l'expliquaient Anouk Legendre et Nicolas Demazière tout à l'heure. Une des spécificités, c'est qu'on retrouve la forme extérieure à l'intérieur. Donc la proposition était de travailler sur du bois lamellé-collé. Pour vous donner une idée, on est sur des portées, des longueurs de plus de 35 mètres et des hauteurs par endroits qui sont supérieures à 10 mètres, avec effectivement des arches toutes différentes. L'ensemble du bâtiment ayant été modélisé préalablement avec des outils 3D et à nécessité aussi pour les entreprises de travailler avec la même technologie. Et quel a été le bois utilisé? On n'a pas utilisé le pin des Landes? Non, on n'a pas utilisé le pin des Landes parce qu'on est sur des éléments de structure de très très grande portée. Donc on est sur du pin Douglas et de l'épicéa en fonction de la localisation dans la tour, puisqu'on a en plus de ces 574 arches également des épines qu'on peut voir à travers les vitrages de la tour. Donc non, pas en pin des Landes. Et cette phase-là des travaux a été peut-être l'une des plus délicates?
Oui, effectivement, une des plus délicates et des plus spectaculaires, puisque bien évidemment, il faut amener toutes ces arches. C'est un immense mécano avec des conditions d'exécution difficiles, puisque effectivement, on travaille en hauteur, il faut des moyens de levage, il faut que tout ça s'assemble parfaitement. Il faut saluer là aussi, encore une fois, les entreprises et les compagnons sur ce qui a été réalisé. Et je crois que 1200 mètres cubes de bois auront été mobilisés pour cette charpente. Oui, tout à fait. On est sur des quantités très très importantes, ce qui aussi dans le traitement global du bâtiment par rapport au volet développement durable qui a été très travaillé, nous permet d'avoir des matériaux effectivement recyclables et intéressants sur ce sujet. D'accord. On va tout de suite retrouver Jean-Pierre Stahl, toujours au cœur de la Cité du Vin, car je crois, Jean-Pierre, que l'arrivée du président de la République est imminente. Eh bien, vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt. Ce n'est pas très grave, on va vous retrouver dans quelques petits instants. Jean-Jacques Chotan, combien d'entreprises et de corps de métier ont participé à la construction de cette Cité du Vin ? Alors, on est sur globalement plus d'une centaine d'entreprises, si on compte l'ensemble des entreprises et sous-traitants. On a eu, durant le chantier, au moment les plus forts, plus de 250 compagnons en simultané. Donc, on est là aussi sur un ouvrage exceptionnel avec, en plus des entreprises que je qualifierais de classiques bâtiments, toutes les entreprises qui ont travaillé sur le plateau du R+2, le plateau muséographique, où on a eu là aussi des professionnels et à certains moments une activité très très importante sur ce niveau-là. Et parmi toutes les entreprises, il y a eu bien sûr de très nombreuses entreprises de notre région. Oui, tout à fait. Du gros œuvre au peintre, en passant par plusieurs corps d'État et plusieurs sous-traitants. Oui, tout à fait. Alors je crois que nous allons pouvoir retrouver Jean-Pierre Stahl, donc au cœur de la Cité. Jean-Pierre, l'arrivée du président de la République est imminente. Oui Marie, vous le voyez derrière moi, Alain Juppé ainsi que tous les politiques, tous les acteurs de la Cité du Vin. Il y a Sylvie Caz, il y a bien sûr Bernard Farge, Philippe Massol, mais aussi bon nombre de députés, Florent Boudier, Gilles Savary. Vous l'avez vu tout à l'heure, le président Rousset, tout le monde est là et prêt à accueillir donc le président de la République qui vient inaugurer pour la deuxième fois à Bordeaux un autre grand monument après le pont Chaban-Delmas, puisqu'il était venu il y a quelques années inaugurer ce fabuleux pont qui était aussi un trait architectural assez remarquable. Et donc aujourd'hui c'est pour la Cité du Vin qu'il vient ici inaugurer cette cité. Une cité donc qui a coûté 81 millions d'euros. Alain Juppé, vous le rappelez tout à l'heure, avec une forte participation de la ville, 38 millions. Mais aussi il y a Bordeaux Métropole, 8 millions et demi, la région 5 millions et demi, le CIVB 5 millions et demi. La Chambre de commerce aussi qui a donné 500 000 euros, le département qui initialement ne voulait pas participer, finalement a participé à hauteur d'1 million, l'État 2 millions et bien sûr les fonds européens, 12 millions d'euros, sans oublier une forte participation, un fort mécénat, 15 millions d'euros qui vont aussi apporter finalement pas mal d'argent pour entretenir le bâtiment parce qu'il va bien falloir l'entretenir ce bâtiment sur la durée. Merci Jean-Pierre. Alors ce que je vous propose tout de suite, c'est de rendre visite aux architectes qui ont donc conçu, imaginé ce bâtiment. Nous les avons rencontrés il y a quelques semaines dans leur agence parisienne. Regardez. XTU, c'est cette agence parisienne qui a dessiné la Cité du Vin. Un projet architectural à quatre mains, celle d'Anouk Legendre, formée à l'école d'architecture de Bordeaux, et de son associé Marie dans la vie, Nicolas Desmazières. À la base, leur cahier des charges comprenait une partie horizontale pour héberger le parcours permanent et une verticale pour un belvédère avec vue à 360 degrés. Cette enveloppe vient réunifier une tour verticale qui est la tour du belvédère. Et on se retrouve là avec une hypothèse un peu différente où l'enveloppe devient en fait dans notre hypothèse plutôt la robe, pour reprendre un vocabulaire du vin. Les architectes d'XTU ont fait équipe avec Cassonman, des scénographes anglais. Début 2011, ils figuraient parmi les 5 dossiers sélectionnés sur 115 déposés. Leur architecture s'est inspirée de rencontres avec des vignerons pour un projet tout en rondeur et sans couture, ainsi que d'un autre projet qu'ils venaient de livrer en Corée du Sud. D'arriver sur le site et c'était tellement scotchant de voir le bâtiment comme ça dans le site avec ses formes arrondies, toutes douces,
On s'est dit, mais bien sûr, c'est ça qu'il faut faire pour Bordeaux. La cité, une fois dessinée, va traduire cette idée de fluidité. Leur projet est tout en courbe et va atteindre 55 mètres de haut. Quelque peu rabaissé pour rentrer dans le budget, mais toujours plus haut que l'Arc de Triomphe. Un exploit architectural avec une ossature bois digne d'une cathédrale, avec 574 arcs en lamellé-collé. Chaque arc en bois sont tous différents. Après, il y a des grandes portées aussi, donc c'était quand même un challenge qui était à relever. Et tous ces arcs sont repris aussi avec des fixations très très fines. Donc quand vous vous promenez, ils sont juste posés sur le béton. On n'a pas des grosses charnières ou des grosses fixations. L'autre exploit, c'est cette couverture mixte, 2500 panneaux d'aluminium perforés et 918 de verre sérigraphiés, tous différents, posés au cours de l'année 2015. On avait cherché à exprimer un élément liquide, quelque chose d'un peu dansant, qui danse au bord de l'eau, qui répond au fleuve. Et je pense qu'il reprend les couleurs du fleuve, les reflets changent, des fois c'est plus doré, des fois c'est plus gris. Et le fleuve c'est un peu comme ça aussi, changeant. Et le vin aussi, c'est un peu comme ça, parce que c'est jamais toujours pareil. Dans ce dialogue de lumière entre Garonne et ciel bordelais, le geste architectural est enfin concrétisé. La Cité du Vin devient le nouvel emblème de Bordeaux. Voilà, et si vous venez de nous rejoindre, sachez que ce matin, France 3 Aquitaine vous propose donc de suivre en direct, et ce jusqu'à 12h15, donc l'inauguration de cette Cité du Vin. Je crois que nous allons tout de suite retrouver Karine Jbali. Vous êtes peut-être toujours du côté du pont Chaban, en compagnie d'une riveraine, je crois. Oui, Marie-Luce, hein, nous sommes juste descendus du pont. Le président de la République devrait venir par le pont. Tout le monde l'attend impatiemment, tous les services de sécurité. Mais moi, j'ai trouvé Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour. Alors, on m'a dit, parce qu'il paraît que vous êtes une mordue, une passionnée de cette cité. Vous avez suivi avec minutie toutes les étapes. Oui, je suis là tous les jours, donc je vois effectivement la construction du monument depuis un certain temps. Et je trouve ça particulièrement joli et réussi. Qu'est-ce que vous aimez tellement dans cette architecture ? La modernité qui contraste avec ce quartier qui est plutôt un quartier très ancien et qui avait besoin de réhabiliter. Donc je pense que ça va donner beaucoup de vie et que ça donne beaucoup de charme à ce quartier. Les étapes de la construction, vous êtes en même temps, vous tenez un commerce, vous n'avez pas souffert un petit peu des étapes de la construction, j'allais dire des embarras de la circulation ? Non, pas particulièrement, pas de cette construction-là. Des autres constructions tout autour, mais de celle-ci, non. Être ici au cœur d'un quartier qui se remodèle, là on a des constructions d'appartements, on a parlé du musée de la mer, ici bientôt cette Cité du Vin qui ouvre sur le grand public. Aujourd'hui, vous êtes en plein renouveau ici dans ce quartier. Complètement, on voit le changement tous les jours, bon déjà depuis le pont, la construction du pont, et tous les jours ça change, tous les jours on a des nouvelles rues, un nouveau paysage, oui ça bouge. Bon écoutez, Marie-Luce, en attendant le président de la République, qu'on ne manquera pas, ici on ne le ratera pas, on est exactement dans la perspective du pont. Je vous rends l'antenne. Merci Karim, on va retrouver Jean-Pierre Stahl. Que se passe-t-il du côté de la Cité du Vin ? Alors écoutez, on est toujours dans l'attente du président de la République qui était annoncé pour 10h15, il est 10h30 maintenant, il ne saurait tarder. En attendant, avec nous Gérard César, le sénateur des Républicains et qui est aussi président du groupe vin au Sénat. Dites-nous, aujourd'hui, il y a véritablement une prise de conscience que le vin c'est autre chose qu'une boisson alcoolisée. Le vin est un produit naturel. Et je suis sûr qu'aujourd'hui et demain, beaucoup de visiteurs viendront justement rendre visite à ce magnifique établissement et où la pédagogie règne à maître. Je discutais avec l'inspecteur d'académie pour leur dire que les enfants des collèges, des lycées doivent venir ici pour visiter, tellement c'est une exposition à la gloire du vin bien sûr, mais aussi à la gloire de la civilisation de la vigne et du vin. Alors rappelez-nous, il y a un an, il y a eu ce combat, on va dire, avec le gouvernement, le président Hollande, pour faire accepter ce vin et ce modèle œnotouristique, qu'on puisse finalement communiquer un petit peu plus sur l'œnotourisme. Nous avons effectivement au Sénat, d'abord en première lecture, mais aussi à l'Assemblée nationale, traité le problème d'une consommation modérée du vin et de pouvoir communiquer sur les qualités d'une consommation modérée du vin en France. Ça me paraît important et nous avons rapporté ce combat grâce à tous.
Merci Gérard César. On attend toujours le président de la République, Marie-Luce. Je pense qu'il ne saurait tarder, mais il n'est pas encore arrivé. Vous n'hésitez pas bien sûr à m'interrompre, Jean-Pierre. Alors Jean-Jacques Chotan, nous allons parler d'un autre travail d'envergure. C'est la couverture de la cité par 2500 panneaux d'aluminium et 918 panneaux de verre. Oui, les chiffres sont justes. Il faut également ajouter que chaque élément est différent. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, un gros travail en 3 dimensions a été fait. De l'optimisation géométrique a été utilisée également pour pouvoir modéliser chaque panneau et le mettre en fabrication en respectant les contraintes des matériaux, avec des rayons de courbure maximum, enfin beaucoup de choses très, très techniques. Et puis une fois tous ces panneaux fabriqués, il a fallu les poser, bien évidemment, avec là aussi des moyens exceptionnels. Alors justement, c'est l'équipe d'Adrénaline 33 qui a été chargée de poser les panneaux de verre sur la tour et c'est toujours très spectaculaire. Bonjour Nicolas Godet. Alors comment vous appelle-t-on? On vous appelle des acrobates du bâtiment, des voltigeurs, des alpinistes? On dit alpiniste ouvrier pour qu'on puisse bien faire le rapport entre l'ouvrier et l'alpiniste. C'est souvent le terme employé. Alors vous avez, avec votre équipe, là encore, travaillé dans des conditions absolument incroyables, suspendu dans le vide à plus de 50 mètres de hauteur, c'est bien ça? Oui, exactement. 50 mètres pour nous, c'est pas très haut. Ce qui était difficile et remarquable, c'est le fait qu'on a un puzzle en 3D où on peut pas utiliser le fil à plomb comme on pourrait faire classiquement pour construire des éléments. Donc quand on parlait de maquette numérique, c'est d'adapter la maquette numérique à la construction et de travailler sur... donc ça, c'est un travail qu'on a fait avec Coveris qui a fabriqué, conçu les verres, où chaque verre, chaque élément, chaque pièce de fixation est différente et demande à chaque une mise en œuvre, une installation, une implantation spécifique. Donc c'est un travail titanesque de pouvoir réussir à ce que tout colle, quoi. Et qu'à la fin, quand on ferme, qu'on s'aperçoit que tout a été, quoi, mais c'est pas évident. On se fait peur parfois? Non, c'est notre travail, on est habitué. On pense plus à ce qu'on... Bien qu'on le vide est là, mais nous, ce qui nous importe avant tout, c'est la construction. On a un problème à résoudre et il faut qu'on le résoudre. Alors ce matin, nombreux sont les regards tournés vers Bordeaux et sa cité du vin. Que ressentez-vous, vous qui y avez largement participé? Nous, ce qui nous a plu et ce qu'on a remarqué quand on est dans la construction, comme on travaille aussi sur d'autres édifices un peu emblématiques, c'est quand on construit la cité du vin, on en est là sur cette phase construction, on a l'impression, on se dit, il y a quelque chose qui se dégage de cet édifice. D'emblée, on se dit, il a quelque chose de plus que les autres, quoi. Et c'est assez remarquable de se dire, du coup, je participe à la construction de quelque chose d'important, peut-être qui va durer dans le temps. Donc modestement de se dire, on participe à quelque chose de grand. Donc ce matin, il y a un peu d'émotion et puis peut-être un peu de fierté? Bien sûr, de la fierté, évidemment. Jean-Jacques Chotan, Sylvie Caz nous le disait en tout début d'émission, ces panneaux de verre vont donner de multiples reflets à la cité du vin et ce en fonction des heures de la journée. Oui, tout à fait. Les matériaux employés et les choix de l'architecte qui ont fait l'objet de beaucoup de débats, beaucoup d'essais, vont permettre effectivement d'avoir ces aspects changeants en fonction de la lumière, de la position du soleil, avec des reflets, des couleurs qui évoluent du jaune au gris. Oui, tout à fait. Vous l'imaginiez comme ça lorsque vous avez aussi participé au tout début donc, de ce projet? Ce que vous voyez là ce matin, c'est le bâtiment que vous aviez imaginé? Alors effectivement, on est avec toutes mes équipes sur le projet depuis l'arrivée de Philippe Massol, donc 2008-2009. On a participé à toute la phase de programmation et à la sélection des architectes. On a eu la chance de pouvoir voir tous les projets présentés. Le résultat est effectivement très très satisfaisant parce que comme le disait et l'évoquait Philippe Massol, il y a eu beaucoup de choses à traiter, de problèmes à résoudre, d'étapes à passer et arriver avec voilà ce jour et cet emblème pour Bordeaux terminé, c'est une très grande satisfaction.
Alors, dans quelques petits instants, nous allons retrouver aux côtés de Jean-Pierre Stahl, Dominique Thomasson. Donc c'est l'entreprise Coveris et c'est cette entreprise, Jean-Jacques Chautan, qui a donc fabriqué ces panneaux de verre. Oui, alors je n'ai pas cité les entreprises, mais effectivement pour réaliser l'enveloppe et le gros œuvre, on a sélectionné un groupement d'entreprises après un dialogue compétitif compte tenu de la complexité technique de l'ouvrage pour être certain au moment où on signait les marchés de pouvoir y arriver. Donc c'est GTM Aquitaine qui est le mandataire et qui a été groupé avec l'entreprise Coveris, mais également l'entreprise Arbonis et Caillot pour la charpente et SMAC pour tout ce qui était étanchéité, parce que sous la magnifique peau que l'on voit, il y a une vraie étanchéité, un vrai système qui permet d'assurer la bonne tenue intérieure. Alors je ne sais pas où on en est. Est-ce qu'on peut peut-être aller retrouver au cœur de la cité Jean-Pierre Stahl ou peut-être Karim, non plus Karim qui est aux côtés des Bordelais. Donc on va peut-être lancer un petit sujet parce que la Cité du Vin était un projet qui trottait dans la tête d'Alain Juppé depuis de nombreuses années, tout simplement depuis son accession à la mairie de Bordeaux. C'était il y a 21 ans. En 1995, je m'étais dit il faut à Bordeaux un lieu vraiment fort, attractif, de grande qualité pour bien montrer que Bordeaux est la capitale mondiale du vin. Alors j'ai eu du mal à faire pénétrer cette idée. J'ai véritablement lancé le projet en 2008 et donc c'est au cours des 6 ou 7 dernières années que ce projet a pris corps avec là un engagement très fort de la profession qui nous a accompagnés à la fois financièrement puisqu'il participe au financement de l'équipement, mais aussi, si je puis dire, dans la conception même du projet, dans sa promotion. L'objectif est ambitieux puisque nous voulons attirer dans ce bâtiment 450 000 visiteurs tous les ans. Je rappelle qu'il y a 6 millions de touristes qui viennent chaque année à Bordeaux. Donc vous voyez que c'est à la fois ambitieux mais réaliste. Et puis on y trouvera, je vous laisserai la découverte, bien sûr, un parcours tout à fait intéressant, avec notamment ce qu'on appelle un compagnon de visite, c'est-à-dire un audio-guide de nouvelle génération, interactif, qui permettra d'avoir une visite vraiment très passionnante. Alors ce phare de l'œnotourisme a coûté un certain budget qui a été finalement réajusté. Il a été réajusté comme tous les grands projets. Et quand on compare avec le MUSEM, le Centre Pompidou, décentralisé, évidemment la Fondation Vuitton, on se rend compte que le pourcentage des dépassements à Bordeaux est ici extrêmement modeste. Et le coût au mètre carré ou aux visiteurs attendus se situe dans la fourchette basse des 6 ou 7 grands équipements comparables qui sont en train de sortir de terre aujourd'hui à travers la France. Je voudrais rappeler aussi que le coût de 81 millions ne pèse pas intégralement sur les épaules des contribuables bordelais. La ville apporte un peu moins de 38 millions sur le lot. L'Europe participe, la métropole apporte 10 millions, la profession apporte 15 millions, la région en apporte 7 et le département 1. Donc vous voyez que c'est un financement collectif. Et c'est cela qui assure la réussite évidemment de l'opération. C'est un projet qui doit avoir un rayonnement mondial. Oui, on s'y intéresse de partout. Il y a une fondation des Amis de la Cité du Vin qui s'est constituée à New York, par exemple. Les Américains sont très fascinés, vous le savez, par le vignoble français. Et puis, dans la fréquentation touristique de Bordeaux, il y a une très grande diversité. Les Espagnols sont très nombreux, je pense qu'ils viendront ici aussi. Nous voulons en faire une espèce de tête de pont pour faciliter le développement du tourisme vitivinicole. Il y a un ponton qui va s'installer devant la Cité du Vin, donc on pourra ensuite prendre les routes du vin, soit par la route, et nous travaillons sur ce point avec l'Office métropolitain du tourisme pour améliorer encore la signalétique et l'information, et puis par le fleuve, puisqu'à partir de ce ponton, les bateaux de tourisme fluvial pourront emmener les touristes à Pauillac, remonter aussi la Dordogne jusqu'à Libourne ou Cadillac aussi. Et nous repartons immédiatement retrouver Jean-Pierre Stahl, car je crois que le président de la République, François Hollande, Jean-Pierre, est en train d'arriver. Effectivement, Marie, vous voyez derrière moi, le président de la République vient saluer à cet instant précis Sylvie Caz, donc la présidente de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, mais également Philippe Massol à cet instant. Là, pour une fois, c'est Alain Juppé qui lui sert un petit peu de guide. Anouk Legendre, l'architecte que vous avez vu tout à l'heure en interview, ainsi que son mari qui co-signe cette réalisation, Nicolas Desmazières. Il découvre, le président Hollande, cette fabuleuse
ce trait de crayon de ces architectes d'Ixtu, un bâtiment assez incroyable qui fait 13 350 mètres carrés et avec 55 mètres de haut, plus haut que l'Arc de Triomphe. Et donc voilà, le président va s'apprêter à rentrer. Voilà. Alors que nous rendons l'antenne pour nos amis de Limoges et de Poitiers, nous allons continuer bien sûr cette émission en direct sur notre antenne de France 3 Aquitaine. Donc comme je vous le disais, le président Hollande vient tout juste d'arriver. C'est un moment assez important pour Bordeaux qui vient d'inaugurer un nouvel édifice qui est un petit peu un emblème de Bordeaux aujourd'hui, sur lequel on va beaucoup communiquer dans les années prochaines. Un autre édifice après le pont Chabandelmas que le président Hollande était déjà venu inaugurer il y a 3 ans de cela. Et donc vous le voyez, c'est un petit peu la foire d'empoigne. Il vient saluer la presse, il est comme ça, le président Hollande, toujours très prévenant. Il fait cette photo avec Alain Juppé, avec Anouk Legendre, voilà, et donc maintenant il va pouvoir visiter ce parcours permanent, 3000 mètres carrés, au 2e étage de la Cité du Vin, dans ce que l'on appelle le Thor. Le Thor, c'est cette espèce d'énorme soucoupe volante qui est la base de cette Cité du Vin, qui forme cet édifice un petit peu unique pour sa forme, avec aussi une tour assez élancée qui culmine à 55 mètres, 8 étages, l'équivalent de 10 niveaux. Voilà Marie. Merci Jean-Pierre, et nos téléspectateurs de France 3, Limousin, France 3, Poitou-Charentes peuvent bien sûr suivre cette inauguration sur France3.fr. Mathieu Miquel, l'architecte urbaniste, et Philippe Roudier, historien spécialiste des vins, viennent de me rejoindre. Cette cité du vin est située dans le quartier des bassins à flots, un quartier qui est en pleine mutation, il n'en finit pas de changer. On voit d'ailleurs tout autour de nous des dizaines et des dizaines de grues et de chantiers. Mathieu Miquel, c'est vraiment un quartier en pleine effervescence. Oui, bonjour, oui. Tout à fait, effectivement, c'est un quartier qui est en pleine effervescence. On est au cœur d'un futur quartier d'habitants qui va accueillir 5400 logements qui seront en fait dilués autour de la base de la plaque portuaire, qui est en fait un lieu historique de Bordeaux, avec tout un imaginaire portuaire et qui... il y avait beaucoup d'industries auparavant. Et voilà. Alors, comment fait-on pour qu'un bâtiment aussi novateur que la Cité du Vin trouve sa place dans un quartier historique de Bordeaux, ce quartier Bacalan? Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce bâtiment viendra au point d'orgue d'une balade qui, pour le moment, s'arrête au pied du bâtiment du Cdiscount. L'idée de Nicolas Luchin, c'est de prolonger cette balade tout autour de la plaque portuaire et qui viendra se terminer finalement au pied de la Cité du Vin. Ça pourrait être un début de balade ou la fin d'une belle balade finalement. Et comment fait-on cohabiter un quartier d'habitants et un lieu touristique qui va attirer des milliers et des milliers de personnes? Alors, il va y avoir un certain nombre d'infrastructures qui seront installées au pied du bâtiment, comme un parking et un hôtel de luxe. Il faut savoir que ce ne sera pas le seul bâtiment culturel, puisqu'en fait il va y avoir la Cité de la Mer qui va être construite dans 2 ans, ainsi que dans la basse sous-marine, un lieu culturel. Donc ça forme en fait un axe qui va profiter au quartier et qui va profiter aussi à la Cité du Vin. Alors, un axe culturel, pardon. Rappelons que ce quartier est un quartier populaire, un quartier à très forte identité. Oui, tout à fait, oui. Le côté Bacalan, c'est un ancien quartier d'ouvriers et qui venait travailler par ailleurs dans ce quartier-là. Et on a tenté en fait de remettre en valeur le patrimoine portuaire qui existe déjà, comme les rails, les grues, et que Nicolas Michelin a souhaité mettre en valeur. Philippe Roudier, je rappelle que vous êtes historien. Bonjour, géographe surtout. Géographe, historien, spécialiste du vin. C'est aussi un quartier très marqué par son passé industriel et son passé portuaire. Oui, bien entendu. Mais il faut dire aussi que Bordeaux, c'est le port du vin, l'a été le port du vin pendant très longtemps, depuis des siècles et des siècles. Donc, si vous voulez, c'est un peu un retour aux sources que cette inauguration d'aujourd'hui, si vous voulez.
Merci Philippe Roudier. On va retrouver Jean-Pierre Stahl. Vous êtes, je crois, aux côtés de Dominique Thomasson, le PDG de Coveris. Alors, Dominique Thomasson, c'est effectivement le dirigeant de Coveris. C'est une entreprise locale de Gradignan qui est spécialisée dans tout ce qui est façade en verre avec une architecture à forte technicité. Expliquez-nous, pour réaliser cette Cité du Vin, il y a eu déjà de fortes études. Tout à fait. Alors la complexité a démarré bien sûr sur la forme 3D, qui nous a obligés bien sûr à travailler avec des logiciels spécifiques et puis à développer des outils qui permettaient de faire cette programmation. On a sur ce projet 900 vitrages, tous différents, environ 4000 à 4500 pattes, toutes différentes également en longueur et en inclinaison. Et on a donc fait ce qu'on appelle du dessin paramétrique sur ce projet, qui consiste à faire de la programmation pour dessiner le projet. On a une ingénieure qui n'a fait que ça pendant 18 mois pour concevoir ce projet et pouvoir faire en sorte que ça puisse fonctionner. Après, vous avez eu recours à des géomètres ? Tout à fait. Ensuite, sur l'implantation et la pose, on a fait appel effectivement à des géomètres qui nous ont aidés, alors d'une part à vérifier que le support était bien conforme à ce qu'il devait être, puisqu'on avait une tolérance de plus ou moins 10 mm au niveau de la charpente bois pour la pose de nos ouvrages. Donc ils ont fait ce qu'on appelle un scan 3D, qui est une espèce de scan de l'ouvrage. Et ensuite, les géomètres nous ont aidés, du début de la pose jusqu'à la fin, à implanter chacune des 4500 pattes précisément au millimètre près pour pouvoir poser notre ouvrage avec nos poseurs assistés d'alpinistes. Ce qui veut dire qu'à cette heure, vous nous garantissez qu'il n'y a pas un verre qui va nous tomber sur la figure. Et je dois cette garantie, dans le cadre de la garantie décennale et responsabilité civile, bien sûr. Mais effectivement, on a fait de nombreux essais à des niveaux de contraintes 2 à 3 fois supérieurs à ce qu'on peut rencontrer au niveau des tempêtes qu'on peut trouver dans la région. Donc tout est sécurisé, on peut être assuré. Merci. Et je tiens à le préciser tout de même que c'est vous qui êtes aussi l'auteur des verres bombés sur les piles du pont Chaban-Delmas. Donc félicitations. Merci beaucoup. Merci à tous les deux et je crois savoir qu'actuellement François Hollande est aux côtés d'Alain Juppé mais également des architectes. Ils sont en train de découvrir, on le voit sur ces images, donc l'intérieur de la Cité du Vin et bien sûr son parcours permanent. Christophe Chasteau, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes directeur de communication au CIVB. Alors vous êtes tous les deux avec Philippe Roudier des privilégiés puisqu'hier vous avez eu la chance de découvrir en avant-première cette Cité du Vin. Qu'est-ce qu'elle vous inspire à tous les deux ? Moi personnellement j'étais bluffé parce que j'avais pas visité la cité depuis décembre, donc j'avais vu la structure architecturale mais j'avais pas vu le contenu que j'ai pu découvrir hier et j'ai été vraiment bluffé par la qualité du contenu, par la technologie qui est employée pour mettre en avant le vin. Moi je travaille dans le vin depuis 20 ans donc c'est un sujet que je connais bien mais j'ai découvert des choses hier et j'ai appris des choses et je suis persuadé que le public va se régaler en visitant cette cité. Et vous Philippe Roudier, vous avez aussi appris des choses ? Oui bien sûr, parce que c'est un lieu qui est quand même très original, un musée qui n'est pas classique on pourrait presque dire, un musée interactif et dans lequel on va pouvoir essayer de surmonter tout ce que le vin veut dire, c'est-à-dire pas seulement un produit mais aussi une région, une civilisation, une histoire. Et c'est normal que Bordeaux soit à la tête de ce projet. C'est vraiment un univers insolite ? Ah oui, tout à fait. Alors comment expliquez-vous, Philippe Roudier, que le vin qui fait vivre Bordeaux et sa région n'avait pas encore de lieu qui lui soit dédié ? Disons, c'est une question difficile. À vrai dire, le vin, c'était une question de spécialistes. Des négociants, des courtiers, des producteurs, des consommateurs, mais on n'avait jamais pensé, peut-être avant, que c'était aussi autre chose, c'est-à-dire un paysage, une civilisation, une histoire, etc. Il y avait beaucoup de choses, mais qui étaient un peu disparates, si vous voulez. Tandis que là, maintenant, on a dans un ensemble toute cette filière qui est très, très importante et qui affirme une fois de plus que Bordeaux est la capitale mondiale des vins, que le Bordelais est le plus grand vignoble de qualité au monde et que la région... La grande région, la nouvelle région, abrite le plus grand vignoble de qualité au monde et abrite aussi le plus grand vignoble à eau de vie du monde, c'est-à-dire la région de Cognac, et une partie de l'Armagnac aussi. Donc c'est une région qui est terriblement privilégiée, si je puis dire, à cet égard. Alors dans quelques petits instants, Isabelle Rosenbaum, la photographe qui expose à la Cité du Vin, va présenter son œuvre au président de la République. Vous l'avez vu aussi cette exposition ? Oui.
Oui, tout à fait, j'ai vu ça hier, c'est magnifique. On a reçu aussi hier, elle a réalisé un ouvrage qui retrace toute la construction du site et c'est bien parce que ça a été vite finalement, hein, de retracer à travers le livre, à travers cette exposition, dans le cadre de l'exposition temporaire, c'était bien que la première exposition temporaire soit dédiée à la construction de ce bâtiment qui a été une vraie prouesse architecturale. Voilà, on découvre actuellement quelques images de cette exposition. Isabelle Rosenbaum, donc à la Cité du Vin. Il faut savoir que ce site est destiné aussi à recevoir de grandes expositions, Philippe Roudier. A priori, oui, bien entendu, c'est non seulement un musée, mais c'est aussi une structure vivante et qui va évoluer, dans laquelle il devrait se passer beaucoup de manifestations culturelles autour de cette civilisation du vin. Voilà, je vous laisse profiter de ces quelques images, mais nous devons retrouver tout de suite, je crois, Jean-Pierre, toujours au cœur de la cité. Oui, tout à fait. On se trouve actuellement dans ce qu'on appelle un petit peu la ruche ce matin, avec l'ensemble de nos confrères journalistes qui sont derrière moi, qui sont en train de travailler d'ores et déjà et d'envoyer leurs photos et leurs papiers sur cette visite présidentielle et cette inauguration depuis la Cité du Vin. À mes côtés, Laurent Gapen, qui est le président de la Fédération des Grands Vins de Bordeaux. Laurent, cette Cité du Vin, c'est un projet pour lequel les vins de Bordeaux ont voulu participer. Pourquoi ? Parce que ça nous remet Bordeaux au centre du monde. Et je crois que c'était un projet porté par l'ensemble de la viticulture bordelaise depuis 5 ans, dans lequel on s'investit complètement parce que je pense que c'est un merveilleux point touristique pour Bordeaux. Le parcours permanent, ça vous parle à vous? Vous l'avez visité, qu'est-ce que ça évoque? Ça va permettre à chaque touriste de visiter et de voir l'ensemble du parcours de la vigne et du vin et jusque tout le processus que vit le viticulteur le long de sa vigne, de son vin, de la plantation jusqu'à la joie de vendre sa bouteille. Alors justement, je vous propose de retrouver le reportage que nous avons fait sur la découverte de ce fameux parcours permanent de 3000 m², ici au 2e étage de la Cité du Vin. Entrer dans le parcours permanent, c'est y côtoyer Bacchus. On trouve ici 19 modules qui tous font référence à la culture du vin à travers les âges. Les projections de tableaux et de mosaïques sont multiples. On joue aussi sur le design. La grande innovation, c'est ce compagnon de visite qui vous guide et vous fait découvrir 50 vignerons de la planète à la table des terroirs. Je vais choisir un des vignerons. Je vais déclencher l'interactivité via cette table-là. Ensuite, je vais pouvoir écouter ce que le vigneron me raconte par rapport aux caractéristiques de son terroir. 3 écrans géants vous font survoler l'incroyable diversité des paysages viticoles du monde. À bord, vous retrace l'histoire du commerce du vin par voie maritime. Enfin, la galerie des civilisations vous ramène quelques milliers d'années en arrière, aux premières époques où l'on cultivait le vin. On va inviter en fait les visiteurs à voyager à travers les différentes époques pour découvrir en fait l'importance du vin dès les premiers âges. En amont, un énorme travail de documentation a été réalisé avec un comité d'orientation scientifique et culturelle, sur la base d'un millier d'ouvrages. À travers la grande galerie des civilisations, nous allons aborder des thématiques qui vont être l'usage des vins à travers les siècles. Là aussi, on va pouvoir se projeter dans des banquets grecs ou des conviviums romains. On va pouvoir trouver dans notre parcours permanent énormément de visuels. Ça va être, je pense, une grande fête pour les yeux, une sorte de cinéma permanent aussi à travers la planète, à travers les âges. Le banquet des hommes illustres rassemble à la même table Pierre Arditi et de célèbres personnages de l'histoire, qui tous partageaient la même passion pour le vin. Alors c'est un rêve, ou alors j'ai trop forcé sur le margot, ou pire, je suis vautré dans une cave d'Icam. Juste à côté, vous pourrez vous asseoir avec l'historien Franck Ferrand ou avec un chef étoilé qui vont vous conter les arts de la table. On a Hélène Darroze qui va nous expliquer en fait le gastronomie à la française, comment accompagner le vin avec tel ou tel mets. Le buffet des 5 sens va permettre aux visiteurs de mieux comprendre les arômes que l'on retrouve dans le vin. Ici, si on presse la poire fortement, ça va être l'arôme des agrumes. Le parcours permanent, ce sont 3000 m² immersifs et interactifs. Un parcours à effectuer en moyenne durant 2 heures.
Philippe Roudier, est-ce que le vin est un patrimoine que l'on peut découvrir à tout âge? Est-ce que les enfants vont pouvoir être intéressés par toutes ces animations qui sont proposées par cette Cité du Vin? Bien entendu, tout au moins il faut l'espérer. Qu'on démontre aux enfants que le vin est un produit de qualité depuis toujours et presque partout. Et que en consommer, c'est normal, à condition qu'on le fasse avec modération et qu'on apprécie ce que ce produit universel de tous les temps, et sinon de tous les pays. Mais disons presque de tous les pays, puisque même ceux qui ne le cultivent pas l'apprécient, en particulier les pays du Nord. Alors je vous le disais en tout début d'émission, hein, le monde entier attend cette inauguration. Les journalistes du monde entier sont présents ce matin à Bordeaux. Jean-Pierre, on vous retrouve en salle de presse. De très nombreux journalistes sont accrédités pour cet événement. Effectivement, Marie-Luce, il y a 110 journalistes qui sont présents ici pour l'inauguration de la Cité du Vin. Avec moi, Antoine Estève pour iTélé. Comment cette Cité du Vin est-elle perçue, notamment sur les journaux Tout Info? Sur les journaux Tout Info, je vous avoue qu'on a eu du mal depuis ces derniers mois à parler de la Cité du Vin parce que ça restait un projet très local et pour les Parisiens, ça restait un musée de province. Et là, depuis quelques jours, on sent qu'il y a une émulation, on sent qu'il se passe quelque chose. On a fait un premier reportage il y a une dizaine de jours avec des images exclusives à l'intérieur de la Cité du Vin, etc., qu'on a diffusé sur Twitter, qu'on a mis un peu sur les réseaux sociaux, qu'on a essayé de mettre en avant sur notre site internet. Et là, c'est parti, tout simplement. Et depuis quelques jours, on en parle beaucoup. C'est vrai que ça a été beaucoup retweeté. Tout ça, les réseaux sociaux sont très importants, hein, vraiment autour de ce projet. Et puis là, aujourd'hui, on nous a pris en direct ce matin tôt. Là, ils ont envoyé carrément le correspondant permanent à l'Elysée suivre François Hollande pour la visite, pendant sa visite en ce moment même, hein, avec Alain Juppé. Et puis cet après-midi, on va continuer à parler de la Cité du Vin parce que ça reste quand même un projet d'ampleur nationale. Ça reste un endroit où vont venir les visiteurs qui viennent pas seulement dans le sud-ouest, mais aussi à Paris. On s'aperçoit, d'après les études, que les Russes, les Américains, les touristes du monde entier qui viennent visiter la capitale vont peut-être faire un détour maintenant pour venir visiter aussi le musée du vin, un petit peu comme ce qui se passe en Espagne avec le Guggenheim à Bilbao. Donc ça reste un projet très important et forcément on en parle, quoi. Merci Antoine, journaliste donc à iTélévision pour Bordeaux. Et merci à tous les deux. Christophe Château, on va revenir quelques instants sur ce parcours permanent qui doit intéresser le plus grand nombre, y compris ceux qui n'apprécient pas forcément le vin. Oui, c'est l'intérêt du compagnon de voyage, c'est de s'adapter au public, à la fois pour la langue bien sûr, puisque en fonction de son pays d'origine on aura des commentaires sur la visite dans sa langue, mais aussi à son niveau de connaissance. Les experts auront un niveau de commentaire qui correspondra à leur niveau de connaissance, et les enfants auront aussi un discours qui correspondra à leurs attentes. Donc il ne faut pas forcément être amateur de vin pour venir visiter la cité, parce que l'explication c'est que le vin fait vraiment partie de la culture aujourd'hui et de nos civilisations, et on peut venir découvrir aussi le vin à travers les civilisations sans forcément être fan du produit, même si dans la visite, à la fin, un verre de vin est compris, et l'objectif c'est quand même d'avoir une dégustation à la fin pour clôturer cette belle visite. Alors vous venez de nous parler du compagnon de voyage qui est un audio guide révolutionnaire, paraît-il. Oui, tout à fait, c'est un compagnon de voyage qui est un casque avec un outil qui fonctionne un peu comme un smartphone et qui est en interactivité permanente avec le parcours. On vient, quand on est sur une scène, à poser son compagnon de voyage sur la scène, et on a les commentaires en fonction de la visite et en fonction de la programmation qui aura été faite, de son pays d'origine et de son niveau de connaissance. Et c'est un casque en fait qui ne touche pas l'oreille, c'est ça? Alors c'est un casque qui est sur les deux oreilles, mais qui se porte à l'arrière de la tête, et c'est pour ça que c'est très confortable. Oui, c'est assez confortable et assez agréable à porter. Et voilà, très confortable et riche en possibilités. Et je crois que c'est ce que va nous confirmer Jean-Pierre Stahl, qui est au côté de Jacques-Olivier Pesme. Alors tout à fait, Marius. Jacques-Olivier Pesme, c'est le directeur du Wine and Spirit Management Academy à Kedge. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le centre d'excellence de Kedge, complètement dédié au soutien de la filière vitivinicole et spiritueux à Bordeaux, en France et dans le monde. Alors vous avez participé à ce projet de la Cité du Vin, et notamment à ce qu'on appelle le compagnon de visite. De quelle manière? Alors, on est partenaire de la Cité du Vin au travers de plusieurs actions. J'en citerai trois principales.
La première, on travaille d'abord sur notre cœur de métier, sur la formation. Kedge va former tout le service d'accueil et ce qu'on appelle les médiateurs à la Cité du Vin qui vont être là, qu'il y a un afflux de ressources humaines dans la pic période, en pleine saison estivale. Il y en a 70 à l'heure actuelle. Absolument, et Kedge va s'occuper de cela. Et puis Kedge va également aussi, 2 exemples, travailler sur l'enquête de satisfaction, l'expérience visiteur globale, comment les visiteurs ressentent-ils l'expérience Cité du Vin, mais qui inclut évidemment le parcours, les visites, la scénographie, mais également le belvédère, le restaurant, toutes les installations. Bref, on va créer des indicateurs là-dessus qui vont nous permettre de mesurer un peu cette satisfaction. Et puis une troisième chose, on travaille également, chaque visiteur, vous le savez, va être accompagné d'un compagnon digital, d'un compagnon de voyage. Et on a travaillé avec eux sur l'exploitation des données qui vont sortir de ce compagnon digital. Combien de visiteurs passent-ils devant telle attraction, devant telle partie de la Cité du Vin, ce qui va nous permettre au fur et à mesure, avec les collaborateurs de la Cité du Vin, de segmenter la clientèle, de segmenter les visiteurs et de voir en fonction de la nationalité, en fonction du sexe, en fonction de leur âge, qu'est-ce qui plaît un peu moins, que faut-il réaménager ou réagencer. Voilà, ça fait partie des actions que l'on a développées avec Cité du Vin. Alors vous avez une certaine expertise puisque je crois savoir que vous venez en aide aux vignobles canadiens. Oui, alors ça c'est une chose que je disais, la Wine and Spirits Academy de Kedge, c'est évidemment autour de notre pôle formation qui reste le cœur de métier historique d'une institution comme Kedge. On a développé toute une série d'activités dont le but, la mission, c'est de venir en soutien au développement de la filière vitivini. Alors évidemment, on est bordelais, on revendique cela haut et fort, mais notre contribution s'inscrit au sein de plusieurs régions en France et ailleurs, et dans le soutien, l'émergence de nouvelles régions. Le Canada en fait partie, le gouvernement du Canada nous a sollicité pour ce faire, et donc on travaille désormais depuis pratiquement 2 ans pour le gouvernement fédéral du Canada à l'émergence, à la reconnaissance progressive, et ça va prendre un peu de temps, mais il y a un vrai potentiel des régions viticoles canadiennes. Voilà, encore un savoir-faire bordelais qui s'exporte. Voilà Marie-Luce. Merci, on revient vous voir très vite. Jean-Pierre-Philippe Roudier, le vin a toujours été source d'inspiration pour les artistes, les peintres, les musiciens, les philosophes. Absolument. À tout niveau, si je puis dire, dans la mesure où c'est un produit culturel, et depuis longtemps et presque partout, il était bien évident que ça attirait tous les artistes, ça va de soi. Hein. Alors c'est justement un artiste qui a été choisi pour être le parrain, l'ambassadeur de cette Cité du Vin. C'est Pierre Arditi qui, voilà quelques semaines, nous a accordé un entretien chez lui à son domicile parisien. On voit bien que c'est une carafe à décanter, c'est une immense, une gigantesque carafe à décanter, mais en même temps, moi ça m'inspire un vaisseau spatial du type Guerre des Étoiles. On va aborder tout ce que les hommes, depuis la nuit des temps, ou presque, ont fait de ce breuvage. Quand on boit un verre de vin, on boit d'abord l'âme de celui ou de celle qui l'a fait. On boit l'humanité quand on boit du vin. Le vin va parler d'histoire, de géographie, d'humanité, de philosophie, de savoir-faire, d'artisanat, d'humanisme, d'humanité. Donc le vin, au fond, d'une certaine manière, dit le monde. C'est ça que cette cité va raconter. Il y aura d'ailleurs tout un tableau vivant où on voit des gens qui ne devraient jamais se retrouver, qui ne font pas partie de la même époque, mais qui sont tous liés par leur goût du vin, par leur science du vin, parfois même, où on découvrira, je sais pas, Churchill, Hitchcock, Napoléon. Quel vin pourrait vous plaire, my dear? Grand Bordeaux, Bourgogne raffiné. Je n'aime que les vins d'Italie. Qui diront ce que le vin est pour eux, ou a été pour eux, l'usage qu'ils en ont fait. Mon père et ma mère buvaient du vin très mauvais. Mais vraiment très mauvais. J'ai un souvenir de vinaigre. Alors, on n'avait pas beaucoup d'argent à la maison, mais enfin, il me semble me souvenir, même à cette époque-là, avec peu d'argent, on pouvait boire du vin qui était moins mauvais que ça, mais ils ne le savaient pas. Et donc, chaque fois qu'on m'en a essayé de m'en faire boire un peu, j'ai rejeté ça, parce que je trouvais ça vraiment épouvantablement mauvais. C'était aigre, mais bon. Et puis ensuite, ma vie m'a emmené à Lyon, où j'ai fait mes débuts d'acteur. Et là, j'ai bu des vins simples, en général d'ailleurs des Côtes-du-Rhône ou des Beaujolais, qui étaient absolument délicieux, qui ne coûtaient pas un rond. Et ça, c'est resté gravé dans ma mémoire.
pas, entre 12 et 15 000, voilà, on va dire ça, voilà. Bon, alors c'est pas... Mais le vin, pour moi, c'est comme les livres, si vous voulez. Vous voyez, derrière, il y a une bibliothèque, là, c'est une des bibliothèques de la maison. C'est pas parce qu'elle est pleine que j'achète plus de livres. Ça n'a pas de sens. Le vin, encore une fois, je vous ai dit que ce qui était bien, c'était de le partager, de le faire goûter aux autres, à ceux qu'on aime, à ceux qui aiment ça. Parce que si on fait goûter ça à des gens qui s'en foutent, ça n'a pas d'intérêt, évidemment. Bon, ben, c'est la même chose. Je ne boirai pas tout ce qu'il y a dans ma cave. Certains de ces vins m'enterreront. Une dégustation magnifique au domaine de la Romanée-Conti, avec Aubert de Vilaine. D'abord parce que la personnalité d'Aubert de Vilaine donnait au vin quelque chose qu'il contenait peut-être, mais en tout cas que lui enjolivait par sa seule présence et sa manière d'en parler. Donc j'ai goûté les 2014 de l'ensemble de la gamme dans l'après-midi. Magnifique, absolument magnifique, dans un lieu mythique, très beau. Ce qu'on déguste, c'est du vin sans doute, mais c'est la vie. Et ça, c'est un breuvage qu'il faut absolument boire sans aucune modération. C'est pour ça que j'aime ça. Pierre Arditi, passionné, amateur de vin intarissable, jamais à court de mots pour parler de ce breuvage. Pierre Arditi, Philippe Roudier nous dit que le vin est conducteur d'amitié. Ce breuvage est associé vraiment à l'amitié. Oh oui, bien sûr, parce que boire du vin tout seul, ça frise l'ivrognerie. Tandis que le boire en compagnie d'amis, etc., au contraire. C'est même un sujet de conversation. Et dans le parcours permanent, il y a une scène, hein, Pierre Arditi l'a évoqué dans ce petit sujet, où on voit une tablée d'hommes et de femmes illustres. Vous pouvez nous la décrire, cette scène? C'est très sympathique de voir que ça transcende le temps, si vous voulez, non seulement l'espace, mais le temps. Et ce dialogue imaginaire, évidemment, est quand même assez sympathique, pour voir combien, à travers les époques, le vin est un produit universel, un produit de qualité universelle et pas seulement une boisson. Et de convivialité. Et de convivialité, bien entendu. Et on découvre donc ces quelques images. Et en buvant du vin, on boit aussi de l'histoire. On boit de la géographie, bien entendu, mais on boit aussi de l'histoire. Et une histoire millénaire, pratiquement, surtout à Bordeaux. Voilà, à découvrir évidemment à l'occasion du parcours permanent. Allez, on va tout de suite retrouver Karim, toujours du côté du pont Jacques Chaban-Delmas. Vous êtes aux côtés de Claire, une blogueuse, Les Balades de Claire, hein, c'est le nom de son blog. Et Claire a suivi, je crois, toutes les étapes de la construction de cette cité. Elle a même fait une petite vidéo. Oh, vous avez quasiment tout dit, Marius. Exactement, je suis avec Claire. Claire, vous avez eu beaucoup de mal à venir jusqu'ici, ça a été un marathon. Oui, tout à fait. Enfin, l'essentiel, c'est que vous soyez là. On a dit que vous avez filmé par drone l'essentiel du chantier. Rappelez-nous un petit peu ce marathon que vous avez fait. En fait, j'ai filmé, effectivement, je trouve que c'est une œuvre emblématique de Bordeaux. Je suis passionnée par le vin également. J'ai un blog touristique où je me balade en Gironde. Et comme je suis pilote de drone et passionnée par tout ce qui est attrait à la vidéo, j'ai voulu effectivement faire des prises de vue aériennes de cette œuvre en janvier. Et c'est vrai que ça a eu un franc succès, ça a été beaucoup partagé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a attiré autant les Bordelais pour venir sur votre blog, pour regarder les étapes précises de la construction ? En fait, j'ai pas forcément parlé que des étapes précises de la construction. Moi, c'est plutôt le côté vidéo, en fait. Et effectivement, les internautes aiment les prises de vue aériennes. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on voulu partager cette vidéo puisqu'ils avaient une vue différente, on va dire, puisque c'était de l'aérien. Qu'est-ce qui a attiré votre curiosité la toute première fois que vous vous êtes dit « Tiens, il y a un chantier et je vais décider de le suivre » ? En fait, je suis très très curieuse de nature, c'est pour ça que j'ai créé le blog. Du coup, je venais régulièrement regarder les étapes de la construction et j'ai eu envie de filmer cet événement qui est majestueux et magnifique voilà, pour la ville. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes, j'allais dire, fier d'être ici pour cette inauguration? Enfin, le chantier est terminé pour vous. Vous allez vous précipiter à l'intérieur? Voilà, exactement. Je suis hyper fière et très honorée puisque je suis invitée aussi à l'inauguration cet après-midi. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir le parcours permanent, de découvrir le restaurant, voilà, le bar à vin et puis la cave. Je crois qu'il y a 800 références de vin. Donc, on va se faire plaisir cet après-midi.
S'il fallait l'expliquer en 2 mots, cette cité, pour les gens qui l'ignorent encore, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est le plus grand musée du monde, en fait. Voilà, le plus grand musée autour du vin du monde, en fait. Voilà. Pour moi, c'est l'œuvre emblématique mondiale voilà, autour du vin. Et du point de vue architecture, vous qui êtes sensible aux formes et à l'architecture? Oui, effectivement, comme je suis vidéaste et photographe, c'est vrai que pour moi, c'est hyper important de voir ces formes. Ça représente le vin, ça représente une carafe à décanter. Il y a des personnes qui disent que c'est un cep. Enfin, voilà, chacun, ou même le verre de vin le vin qui tourne dans la carafe. Chacun s'imagine ce qu'il veut, mais en attendant, c'est magnifique et majestueux. Donc merci aux architectes aussi qui ont fait cette belle œuvre. Voilà. Quand on dit blog, on dit forcément aussi des gens qui viennent de l'international et qui regardent. Alors, il paraît que c'est connu internationalement. Tout à fait. Mon blog, vous parlez? Oui. Connu internationalement. Et cette cité? Ah, cette cité, oui, plutôt, parce que j'ai pas cette prétention. Effectivement, la cité est mondialement connue. Rien que par rapport à la vidéo que j'ai réalisée, elle a été partagée partout dans le monde. Donc voilà, c'est vraiment important. Elle fait couler beaucoup d'encre, tout le monde en parle et on n'a qu'une chose, c'est de voir cet après-midi ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. Voilà, je vous laisserai la découvrir tout à l'heure. Voilà Marie-Lou, ce qu'on pouvait en dire. Et Claire a hâte de découvrir cette cité du vin. Merci beaucoup à tous les deux. Alors moi je vous propose d'écouter Philippe Massol, le chef d'orchestre, le directeur de cette cité du vin qui revient évidemment sur toutes les étapes. C'est un petit peu la genèse de la construction de ce monument emblématique. Alors on se retrouve ici devant une des entrées de la Cité du Vin avec Philippe Massol, le directeur de cette cité. Philippe, cette cité pour vous, ça a été une formidable aventure humaine. Oui, c'est avant tout ça, effectivement. On a démarré il y a 7 ans avec une jolie page blanche, avec Sylvie Caz. Et aujourd'hui, on est effectivement au pied de la Cité du Vin. J'avoue que c'est surprenant, c'est merveilleux et c'est une grande satisfaction. Alors finalement, au tout début, pour que les gens comprennent bien, vous étiez très peu. Vous étiez combien au début? Tout seul quelques jours. Rapidement, un deuxième arrivant qui était Florent Fatin, qui est actuellement maire de Pauillac, et qui à l'époque est arrivé pour tout de suite s'occuper de la communication à mes côtés. Rapidement, on est passé à 5, avec Véronique Lemoine, qui est responsable scientifique du projet, Laurent Chéneau-Dupin, qui est la directrice de la culture, Marie-Sophie Herbouillet pour s'occuper de la partie administration. Et là, l'association était, je dirais, créée, et elle est restée pratiquement dans ce format-là pendant quelques années, en fin de compte. C'est ce qu'on a appelé l'association de préfiguration de la Cité du Vin. Absolument, c'était l'association de préfiguration. Qui par la suite a été transformée en fondation. Alors, la fondation a été créée en janvier 2015. L'association existe toujours, mais elle n'a plus vraiment d'activité, effectivement. Donc c'est un transfert d'activité. Combien de personnes aujourd'hui êtes-vous en tant que salarié? 115. 115 exactement, avec une partie de gens en contrat à durée déterminée, une partie de gens en contrat à durée déterminée. Et on démarre dès le mois de juin, donc le mois de juin c'est une partie importante de la saison. Hein. Juin, juillet, août, septembre sont 4 mois importants et c'est un effectif qui retombera un petit peu en fin de saison. On a parlé de 250 emplois directs et 750 emplois indirects au total. Alors les directs c'est effectivement l'estimation, aujourd'hui elle est réelle puisque la fondation effectivement va générer 100 emplois temps plein annuels. On va sous-traiter la sûreté, la sécurité, l'entretien et le nettoyage qui vont représenter 50 emplois. Et on sait aujourd'hui que nos amis restaurateurs, c'est 100 emplois. Donc l'étude faite en 2010 s'avère effectivement exacte, puisque c'est vraiment 250 emplois directs. Est-ce que d'ores et déjà, vous avez finalement une vue d'ensemble de ce que pense le monde entier de cette cité? Non, aujourd'hui, on a uniquement, il est important, il est essentiel, mais on a uniquement le filtre des médias. Ce sont les médias, effectivement, qui ont la chance, depuis maintenant pratiquement 2 mois, de visiter cette cité. Grâce à ces médias, effectivement, les images sont en train de parcourir le monde. Par contre, ce n'est que demain matin, à partir de 9h30, qu'on aura le verdict des premiers visiteurs, c'est-à-dire ceux, effectivement, qui vont donner de l'argent, en contrepartie vont recevoir des choses et qui, à la fin, vont nous dire « c'est génial ». Est-ce que vous savez le nombre de pays représentés aujourd'hui? Dans notre inauguration, il y a une 40aine de pays qui vont être là. Juste en dessous du nombre finalement de vins représentés ici à la cave où il y a 70 nations représentées, ce qui est extraordinaire. Oui, c'est la réalité. Je pense que c'est un des éléments forts du positionnement. La Cité du Vin est un équipement culturel. Ça, c'est quelque chose qu'on va... Et je pense que le bouche à oreille le dira assez rapidement.
pas forcément évident, parce que quand on dit vin et culture, pour certaines personnes ça résonne, pour d'autres c'est plus compliqué. Donc il faut assumer ce positionnement. Et après, effectivement, le grand second point, c'est que ce lieu, il est universel. C'est pas du tout une cité qui est consacrée à Bordeaux. Et effectivement, ça veut dire que le fait qu'aujourd'hui 40 pays soient là, c'est bien c'est bien la manifestation que ça a pris, que tout le travail qu'on a fait pendant des années pour les faire venir, pour dire qu'on allait part d'eux, ça a marché, ils sont là. Et aujourd'hui, effectivement, vous l'avez dit, 70 pays dans la boutique, mais après, nous, au Belvédère, c'est pratiquement autant de pays qui vont faire découvrir leur vin. De quoi vous êtes finalement le plus fier ici, dans cette cité du vin? Je pense que c'est d'y être arrivé, parce que quand on a démarré il y a 7 ans, c'était pas sûr du tout. Il y a eu 2-3 moments de grand doute, de grande solitude. On n'était pas sûr d'aller jusqu'au bout. Il y a eu d'abord il fallait trouver l'argent. Ensuite, ça coûtait plus cher. Il a fallu trouver encore de l'argent. Ensuite, il fallait trouver un projet qui match. Celui-là est génial, mais c'était pas sûr. Donc voilà, il y a eu pas mal donc c'est d'y être arrivé. Voilà, Marie-Luce, c'est une grande aventure de la construction, mais aussi une aventure qui va se poursuivre avec finalement les visiteurs qui vont venir du monde entier. Et sachez qu'actuellement, le président de la République, François Hollande, est en train de découvrir donc ce parcours permanent avec, bien sûr, à ses côtés, Sylvie Cazes, Philippe Passol, les architectes, Alain Juppé, que j'aperçois également sur ces images, Mathias Fekkel et beaucoup de personnalités politiques, mais aussi du monde viticole. Philippe Roudier, chaque année, cette cité du vin va inviter un vignoble d'un pays étranger. Le premier pays étranger invité, c'est la Géorgie. Pourquoi ce choix? Vraisemblablement parce que c'est là qu'est né le vin, sous la forme que l'on connaît. Tout au moins, parlons de la légende, si vous voulez, ou l'histoire, c'est l'Ararat, pratiquement. Donc c'est de ce Moyen-Orient qu'est venue vraisemblablement la civilisation du vin, qui s'est répandue après grâce à la civilisation gréco-romaine. Oui, Christophe Château, vous voulez rajouter quelque chose? Non, je confirme, c'est bien de rendre hommage au pays qui a vu naître le vin et ça montre que aussi le vin, même si Bordeaux a marqué l'histoire du vin, le vin a été produit partout dans le monde et est produit aujourd'hui partout dans le monde. Combien, alors cette cité du vin, on a dit que c'était une cité des vins du monde entier, c'est important de le signaler. Alors ça a été un sujet très sensible pour nous au départ, parce que les vignerons bordelais ne comprenaient pas que l'on adhère à un projet qui mette en lumière non seulement les vins de Bordeaux, mais aussi les vins des autres pays du monde. En disant, on ne va pas faire venir les vins espagnols, les vins italiens, les vins américains, les vins australiens à Bordeaux. On a nos vins, il ne devrait y avoir que nos vins. Puis on a échangé avec les vignerons en leur expliquant qu'au contraire, créer à Bordeaux un lieu unique qui serait le centre mondial du vin et qui accueillerait tous les vignobles du monde, légitimerait Bordeaux comme la capitale mondiale du vin. Et ils l'ont assez vite compris d'ailleurs après les explications. Et aujourd'hui, on est ravis d'accueillir ici les vins du monde entier. Et c'est le seul endroit au monde où on pourra déguster autant de vins, à la fois dans la cave, mais aussi au restaurant et aussi au bar à vin. Et Bordeaux est ouvert et Bordeaux aime tous les vins du monde. Voilà, c'est ça. Et les professionnels du vin sont véritablement conquis donc par l'architecture, mais aussi par l'usage qui sera donc fait de cette cité du vin. Je suis allé la visiter, j'ai eu la chance de pouvoir la visiter il y a quelques mois. J'ai été époustouflé. C'est le plus beau bâtiment que j'ai vu construit ces dernières années, ces grandes structures en bois, c'est extraordinaire. Les reflets que donne le soleil dessus aujourd'hui, c'est un outil fantastique. C'était nécessaire, dans la mesure où les gens qui arrivaient à Bordeaux ne pouvaient découvrir le Bordeaux qu'essentiellement dans les châteaux, et quelquefois c'est long, il faut y aller. Le Médoc c'est 1h15, Saint-Émilion c'est 1 heure, tandis que là ils vont pouvoir avoir une idée précise de Bordeaux en prenant tout simplement le tram, et le tram les laisse devant la porte, et c'est extraordinaire. Ça représente un rêve qui est devenu une réalité. Je pense qu'il faut oser de commencer quelque chose de nouveau de cette ampleur, mais aussi de voir revivre tout un quartier qui sera au centre de la vie culturelle de Bordeaux de demain. C'est complémentaire à tout ce que nous avons déjà ici à Bordeaux, parce que quand même on a beaucoup d'institutions culturelles qui existent, mais de voir vivre, de voir croître Bordeaux, de voir réveiller cette belle ville maintenant depuis 10 ans, c'est extraordinaire. Et le centre culturel maintenant va faire partie un des joyaux de cette ville. Au début j'étais un peu sceptique, il faut le reconnaître. Maintenant quand je vois ce magnifique élancement,
du côté du bassin à flot, quand je vois tous les projets qui sont en train de naître à l'intérieur, cette émulation qui est autour de cette cité du vin, en plus des vitrines qui sont nos propriétés, je trouve que ça sera une animation formidable qui va amener dans une ville comme Bordeaux, qui reste quand même une des villes les plus attractives, maintenant tout le monde le dit, sera un lieu incontournable où il faudra aller. Et pour nous, même premier cru classé, ça sera, je dirais, une forme de synergie pour nos vins. À mon avis, c'est une reconnaissance du vignoble bordelais comme un élément essentiel de la sphère mondiale du vin. Et cette cité, je suis très fier qu'elle soit ici chez nous, plutôt que dans la Napa Valley ou dans le Chianti. Voilà. Donc en fait, je pense que ça mettra un coup de projecteur sur notre ville magnifique, sur notre vignoble magnifique, et que j'espère développera un tourisme relativement soutenu. Et quand on voudra apprendre du vin et en visitant et en faisant du tourisme, c'est à Bordeaux qu'on viendra. Mais quel enthousiasme, Christophe Château. Non mais c'est vrai, je confirme les propos d'Hervé Grandot, c'est formidable pour la ville. Le maire de Bordeaux l'a dit ce matin aussi, c'est une chance inouïe d'avoir le produit vin Bordeaux et la ville Bordeaux qui portent le même nom. Parce que quand Bordeaux s'embellit, c'est le cas aujourd'hui, ça sert le vin. Et quand les vins de Bordeaux se commercialisent partout dans le monde, ça sert la ville. Donc il y a une véritable synergie entre la ville et le vin qui est née lors de la première fête du vin qui a été réalisée ici en 1998. Et aujourd'hui, ces deux produits, la ville et le vin, progressent ensemble et communiquent. Et le no-tourisme est le bébé de cette synergie formidable entre la ville et le vin. Alors le vignoble bordelais est connu dans le monde entier. Il possède une notoriété tout à fait exceptionnelle. Philippe Roudier, comment vous l'expliquez? Quels sont ses atouts? Disons que c'est une reconnaissance de l'histoire, parce que finalement, on doit beaucoup de choses aux Anglais. Lorsque le duché d'Aquitaine était sous domination anglaise, bien que faisant partie du royaume de France, ce sont les Anglais qui ont mis au point le vin de Bordeaux, c'est-à-dire le vin venu par le port de Bordeaux. Et je crois qu'il ne faut pas aller chercher plus loin. Rendons grâce à Aliénor d'Aquitaine, finalement. Et le Bordelais fait rêver, je crois. Regardez, nous avons de superbes images donc, de notre vignoble. Le Bordelais fait rêver. Bien entendu. C'est un nom qui est connu dans le monde entier, par son vignoble, par sa ville, par ses personnalités qui l'ont illustré. Tout ça, c'est comme disait mon voisin, c'est une synergie à travers le temps et l'espace. Alors on va, je crois, retrouver Jean-Pierre aux côtés de Stéphane Delot. Jean-Pierre. Oui, dans une petite seconde, je crois que vous êtes à ses côtés, Jean-Pierre. Voilà, il y a beaucoup de monde, évidemment, ce matin à la Cité du Vin. Donc, inauguration en direct sur France 3 Aquitaine, visite privée du président de la République. Il est actuellement en train de découvrir le parcours permanent. Visite privée, c'est la raison pour laquelle, voilà, nous avons quelques images. En attendant, Jean-Pierre, peut-être, Jean-Pierre aux côtés de Stéphane Delot. Stéphane Delot, qui est le président de Bordeaux Tourisme. Stéphane Delot, cette cité du vin, finalement, va attourer ici énormément de visiteurs. Oui, on l'espère. Le minimum que nous souhaitons, c'est 450 000, sachant qu'il y a d'ores et déjà à Bordeaux 6 millions de touristes qui viennent nous rendre visite chaque année. Mais on est certain que ce superbe bâtiment, ce concept autour des civilisations du vin, cette dimension internationale, évidemment, va être générateur de flux encore plus importants. Alors il y a double concept, puisque en définitive ces visiteurs vont pouvoir accoster par le ponton la Cité du Vin, mais également pouvoir partir par le biais de bus. Écoutez, là on vient de faire une expérience formidable. Nous avons embarqué presque au miroir d'eau sur le ponton d'honneur, un petit peu plus loin, et on vient de débarquer ici et on rentre à la Cité du Vin. Et ce ponton, qui est un ponton important, on l'a dédié à ça, permettre aux touristes, à ceux qui ont envie de faire une expérience dans le monde du vin, à la fois de pouvoir visiter cette cité et de partir dans le vignoble ou de repartir vers la ville. Alors on voit ce ponton qui a été construit, qui a coûté 1 700 000 €. C'est en définitive le 5e ponton construit sur la Garonne. Oui, et on va continuer. Il y en a aujourd'hui sur les deux rives une dizaine, et on va continuer parce que nous voyons qu'il y a un vrai dynamisme. Les acteurs du fleuve, les professionnels du fleuve sont enthousiasmés
par cette découverte de l'estuaire, par cette découverte du vignoble par le fleuve. La Cité du Vin est un atout supplémentaire. Et c'est vrai que nous voulons relier tout ça. Et c'est tellement plus agréable de découvrir Bordeaux, son vignoble, la cité par le fleuve, que d'avoir à prendre d'autres moyens de circulation que je ne citerai pas. Quelles sont les retombées économiques? Vous les avez chiffrées? Écoutez, elles seront importantes. On connaît à peu près les chiffres dépensés par nos visiteurs. À la journée, c'est 65 € en moyenne, mais ça peut évidemment être plus. Et on sait que la clientèle qui est intéressée par le vignoble, la clientèle qui navigue, est évidemment une clientèle à forte contribution. Donc chacun est bien conscient qu'aujourd'hui, ce sont des emplois qui se créent à travers la filière tourisme. On a avancé le chiffre de 40 millions d'euros. Est-ce que c'est raisonnable? Écoutez, c'est raisonnable, et si c'est plus, ça ne sera pas très grave. Alors, le nombre de visiteurs attendus, vous en parliez tout à l'heure, 450 000. Est-ce qu'on peut en espérer plus? Et puis, sur l'avenir, comment finalement fidéliser ce visitorat? Écoutez, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, la destination Bordeaux a émergé. Que ça soit sur la population française, la clientèle européenne de proximité ou la clientèle internationale. Bien sûr, aidée et appuyée par les médias, parce que la transformation de la ville a évidemment intéressé tout le monde. Et cette ville qui avait ce potentiel en elle, le vin, le patrimoine, le fleuve, tout d'un coup l'a révélé et a permis ainsi à la filière touristique de se développer de manière très sérieuse. Alors, on est toujours dans la croissance. J'espère qu'on va rester dans la croissance. Nous avons encore beaucoup d'atouts. On sent qu'il y a un dynamisme des acteurs, on sent que les investisseurs sont là, que les professionnels ont envie de continuer à développer leurs projets. Nous-mêmes, on est dans une dynamique d'investissement par rapport à ça. Vous évoquiez le prix de ce ponton. Les investissements, nous allons continuer à les faire dans ce sens-là. Donc nous croyons beaucoup dans cette filière touristique pour Bordeaux. Axé, encore une fois, sur des atouts qui sont des atouts très, très emblématiques. C'est vrai que découvrir l'ensemble du vignoble de Bordeaux par le fleuve, en bateau, c'est quand même un produit absolument extraordinaire. C'est une première. C'est une première. C'est une première et nous espérons surtout que ça fera des petits, comme on dit, parce que les visiteurs qui arrivent dans Bordeaux et qui ont la possibilité de débarquer en Médoc ou de débarquer à proximité de Saint-Émilion, vivent une expérience incroyable. Et on sait très bien que quand ils vont rentrer chez eux, ils vont commenter et ils vont diffuser auprès de leurs amis cette expérience bordelaise qui est, je crois, une des plus belles expériences touristiques au monde. Et aujourd'hui, avec la cité ici et cet éloge à la civilisation du vin dans le monde, vin produit universel, Bordeaux, ville internationale, on a, je crois, des atouts considérables. Merci Stéphane Delot. Merci Jean-Pierre, et je crois que vous avez à proximité Mathias Fekl, le secrétaire d'État chargé du commerce et de la promotion du tourisme. Je crois qu'il est tout près de vous. Oui, absolument. Effectivement, et on se trouve justement devant cette plateforme œnotouristique ici à l'entrée de la Cité du Vin. Alors Mathias Fekl, cette Cité du Vin va attirer énormément de tourisme ici en Gironde, mais aussi en France. Oui, bien sûr, c'est une réalisation très importante, une réalisation majeure pour notre région et pour le pays dans son ensemble. Vous savez que le vin, c'est le deuxième excédent commercial français et c'est aussi un enjeu de tourisme très fort avec l'œnotourisme, le tourisme autour du vin qui se développe. Et c'est bien plus que cela encore. Le vin, c'est un produit de civilisation et c'est ce qui est à l'honneur ici, c'est ce qui est apprécié dans le monde entier. J'étais la semaine dernière à Hong Kong avec la filière viniviticole française pour Vinexpo à Cognac, en Bourgogne, partout en Champagne, ici bien sûr dans notre région. C'est le meilleur de la France qui est au rendez-vous et c'est le meilleur de la France qui est à l'honneur ici. C'est ce qui participe au rayonnement de notre pays et qui est apprécié dans le monde entier. Alors justement, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, était venu ici visiter cette Cité du Vin. On a vu qu'il a porté aussi ce projet sur ses épaules. Bien sûr, l'État a accompagné cela très fortement. Laurent Fabius, qui était l'homme de l'année pour la revue du vin de France, et il y a une implication très forte. J'ai appelé ça la diplomatie des terroirs. Défendre nos
produits du terroir, les vins, mais l'ensemble des produits de l'agriculture, y compris dans les enceintes internationales, dans les négociations où se prennent des décisions très importantes. Je pense notamment aux négociations en cours avec les États-Unis, le fameux TAFTA, où j'ai défini une position française extrêmement rigoureuse, extrêmement ferme sur l'ensemble de ces sujets-là. C'est la position de la France. Et vous savez que le président de la République s'est exprimé de manière très forte sur ce sujet-là aussi. Il a été par ailleurs le premier chef d'État à venir inaugurer Vinexpo l'an dernier. Et il est fidèle au rendez-vous ici à la Cité du Vin aujourd'hui. On sent bien qu'il y a une concurrence mondiale, une émulation entre l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, l'Afrique du Sud, la France, qui est une grande région, un grand pays viticole de par son histoire, mais il ne faut pas dormir. Non, il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. Mais d'ailleurs, les viticulteurs de France le savent parfaitement. Et ils sont à la fois sur des traditions, des savoir-faire ancestraux, avec des régions qui sont viticoles depuis des siècles, parfois plus, et ils sont tournés aussi vers l'innovation, vers la modernité. Et c'est ça qui fera demain comme aujourd'hui la différence, cette alliance entre tradition, produits du terroir, protégés par nos indications géographiques et nos appellations, et puis conquête de nouveaux marchés, dynamisme. C'est tout cela qu'on sent dans toutes les régions de France et qui sont totalement déterminés là-dessus. Mais vraiment, c'est magnifique et l'inauguration d'aujourd'hui de cette belle Cité du Vin permet une nouvelle fois de le confirmer. Le vin, produit de civilisation et qui donne le meilleur de la France pour nous et pour l'ensemble du monde. Merci Monsieur le Ministre. Merci à vous. Bonne journée. Christophe Château, Mathias Fekl était donc la semaine dernière au salon Vinexpo à Hong Kong. Vous y étiez aussi. L'image du Bordeaux reste-t-elle forte à l'étranger ? Oui, en Chine, la France a une image formidable. Pour les Chinois, les meilleurs vins du monde sont les vins français, les meilleurs vins français sont les vins de Bordeaux. Donc on a rencontré beaucoup d'acheteurs chinois. Il y a eu en 2013-2014 une petite baisse de nos exportations en Chine. Et puis depuis 2015, une très forte reprise. Les ventes de vins de Bordeaux en Chine ont progressé de plus de 35% l'année dernière. Et là, il y a un vrai engouement. Le premier visitorat à Vinexpo Hong Kong cette année était le visitorat chinois, devant celui de Hong Kong. Un vrai engouement pour les vins de Bordeaux et un vrai engouement pour la cité. Moi, j'étais avec Mathias Fekl la semaine dernière à Vinexpo Hong Kong et on a eu plein de questions de la part d'importateurs, de distributeurs ou de journalistes asiatiques qui nous disaient alors ça va ouvrir, est-ce que vous avez visité, qu'est-ce qu'il y aura dedans, quand est-ce qu'on peut venir voir. Donc je suis certain que ça va provoquer un engouement assez fort et que ça va faire venir encore plus d'étrangers à Bordeaux pour visiter le vignoble, mais bien sûr pour visiter la cité. Voilà, une inauguration, on le disait, très attendue dans le monde entier. Alors 2000 ans d'histoire, le vignoble bordelais représente 2000 ans d'histoire. L'origine des Bordeaux remonte à l'époque romaine. Les Romains avaient choisi ce terroir car il est situé le long de la Garonne avec une grande perméabilité due à la richesse en gravier et galets. Son développement va s'accentuer au Moyen-Âge sous l'impulsion d'Aliénor d'Aquitaine avec un commerce florissant avec les Anglais. Une histoire du vin de Bordeaux dont la page sera réécrite à la Révolution. Sur les bords de Garonne, les plus anciens vignobles de Bordeaux. Leur développement est concomitant avec l'invasion romaine, la conquête de la Gaule par Jules César, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Les Romains ont importé la vigne, la culture de la vigne, que les Gaulois sont empressés de développer et de récupérer. Oui, on date très historiquement la présence des vignobles, de la première vigne à Bordeaux il y a plus de 2000 ans, sur un territoire compris entre la Brède et Pessac. Cette origine des Bordeaux, c'est aujourd'hui la référence du syndicat viticole des Graves. C'est ici, aux portes de Burdigala, Bordeaux en latin, que s'est développé ce vignoble à l'histoire bimillénaire. Un vignoble représenté par 240 viticulteurs qui continuent d'exploiter ce terroir de galets roulés, d'argile et de sable. Pourquoi ici? Parce qu'ici, on a des sols magnifiques pour la culture de la vigne, des sols drainants sur plus de 40 mètres de profondeur qui permettent un drainage parfait de la vigne. Une autre raison aussi, c'était la proximité, bien sûr, avec la ville de Bordeaux, proximité avec la Garonne pour pouvoir permettre au vin d'être transporté un petit peu partout. Les traces de cette période sont visibles au musée d'Aquitaine. Des amphores et des gobelets du 1er siècle avant Jésus-Christ ont été retrouvés à l'Étourny à Bordeaux. Ils ont créé leur propre amphore, qui était une amphore à fond plat comme toutes les amphores gauloises, mais avec une caractéristique précise, comme toutes les bouteilles aujourd'hui, qui ont leurs caractéristiques précises en fonction des régions. Et ils ont exporté leur propre vin, qui a acquis une renommée très rapidement, très importante, puisque c'était le 3e meilleur vin du monde romain connu. C'est au Moyen-Âge, au temps d'Aliénor d'Aquitaine, que Bordeaux va trouver son essor.
L'Aquitaine devient alors une terre anglaise et les vins de Bordeaux se vendent principalement outre-Manche. Les Anglais sont restés les premiers amateurs des vins qu'ils avaient connus quand ils étaient ici pendant leurs 3 siècles d'occupation. Donc ils vont rester jusqu'à encore des dates récentes, il y a une vingtaine d'années encore. C'était les premiers consommateurs de vins de Bordeaux. Donc il y a toujours eu ce commerce avec eux et donc qui était organisé et protégé par les rois d'Angleterre. À Castelnau, dans son château des XIVe et XVIe siècles, Loïc de Roquefeuille est fier de son claret, claret en anglais, car jusqu'à la Révolution, c'est ce type de vin qui se buvait à Bordeaux et en Angleterre. Ces raisins rouges, on ne les presse pas. On les laisse dans la cuve s'accumuler les uns sur les autres. Et comme ça va macérer, le jus qui est éclaté de ces peaux, il va rester en contact avec ces peaux. C'est la macération pelliculaire qu'on appelle maintenant. Et donc, ça va donner énormément de goût, de rondeur, de fruits. C'est seulement à la Révolution que ce vin des aristocrates sera mis de côté au profit du vin de presse, qui était le fond de cuve laissé au bas peuple. On aura désormais le vin rouge de Bordeaux qui va supplanter le claret. Quant au commerce, il restera florissant avec le monde anglo-saxon, à tel point que certains viendront s'installer à Bordeaux, fondant notamment Cantenac-Brand à Margaux, qui sera classé en 1855. Voilà, et Charles Thuillier, un sommelier responsable d'une école de dégustation du château Linge-Page, est avec nous alors que nous avons quelques images de François Hollande en train de déguster un petit verre de Bordeaux. Alors le parcours permanent nous fait découvrir l'art de servir le vin. Il y a des gestes, il y a des codes. Lorsqu'on sert un vin, est-ce que chaque détail a son importance? Je pense à l'ouverture, la mise en carafe, le choix des verres peut-être. Alors effectivement, tous ces paramètres sont extrêmement importants. Le vin est un produit qui est vivant et qui demande à ce qu'on le soigne pour pouvoir l'apprécier. Donc on peut parler effectivement de choix des verres, comme vous l'avez très justement dit, de température de service aussi. C'est un paramètre qui peut changer énormément la configuration du vin et la sensation qu'on peut avoir d'un vin. Et puis toute la préparation effectivement du vin, son ouverture, son éventuellement carafage ou décantation. Voilà, alors justement, on a un professionnel sur ce plateau, on va en profiter, vous allez pouvoir nous donner quelques petits conseils. Combien de temps, par exemple, avant la dégustation, doit-on sortir le vin de sa cave ? C'est la question piège que l'on pose toujours aux sommeliers. C'est toujours assez délicat puisque chaque vin demande une attention particulière et différente. Les temps d'ouverture peuvent différer. Certains sont des grands défenseurs de la carafe, de la décantation. D'autres préfèrent l'éviter et laisser le vin s'ouvrir dans le verre au fil du repas. Tout dépend vraiment de la situation dans laquelle on déguste le vin. Si on est dans un restaurant, par exemple, on va évidemment chercher les conditions optimales et le timing optimal. Et en ça, on peut évidemment préparer le vin 1 heure, 2 heures, voire parfois plus à l'avance. Oui, combien d'heures avant la dégustation, justement, précisément ? Tout dépend du vin. D'accord. La décantation en carafe, vous en avez parlé, c'est obligatoire ? C'est absolument pas obligatoire. Encore une fois, certains préfèrent laisser le vin s'ouvrir dans le verre et laisser le temps au vin de s'ouvrir. Moi, je préciserai juste une chose. On distingue souvent le carafage et la décantation. Alors, la décantation, c'est assez clair. Je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. C'est simplement, pour les vins plus âgés, plus évolués, séparer le vin de son dépôt. Et le carafage, qui est un néologisme aujourd'hui, mais qui est plutôt utilisé dans le monde du vin, qui va plutôt intéresser les vins jeunes et qui va aider les vins jeunes à respirer en leur apportant de l'oxygène. Donc, 2 outils différents, 2 types de carafes différentes pour 2 utilisations différentes. Alors je crois qu'on va tout de suite retrouver Jean-Pierre, toujours au cœur de la cité du vin. Jean-Pierre, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, tout à fait. Vous m'entendez donc, je suis en compagnie de Lord Chung. Alors, Lord Chung, c'est le project manager de Casonman. Casonman, c'est cette entreprise de designers anglais qui a réalisé toute la scénographie au 2e étage de la Cité du Vin. Le président Hollande l'a très vite visité, en un quart d'heure, c'est ça ? Une vingtaine de minutes. Il a visité les 3000 mètres carrés en fait, du parcours permanent, accompagné donc, de tout son cortège. Je pense que le parcours permanent a vraiment fait son effet.
Alors d'habitude, on met 2 heures pour visiter ce parcours permanent. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce parcours permanent? En fait, c'est un parcours multisensoriel, donc à la fois sonore, olfactif et bien sûr les visiteurs qui sont complètement immergés en fait dans une vingtaine en fait de dispositifs scénographiques. Donc on est vraiment dans un espace immersif, interactif avec beaucoup de projections et les visiteurs sont accompagnés en fait d'un compagnon de voyage qui leur permet non seulement d'avoir la traduction du parcours permanent en 8 langues, donc on accueille un public international, mais en même temps qui permet en fait de déclencher certains dispositifs interactifs. Donc on essaie d'avoir voilà, une expérience de visite qui est très diversifiée au niveau de l'expérience du visiteur. Alors Casselman, c'est une entreprise de designers qui est aujourd'hui spécialisée dans la scénographie de musées. Vous avez réalisé, je crois, les plus grands musées de Londres. Nous avons effectivement réalisé les plus grands musées de Londres, le musée national d'histoire naturelle. Également, on a travaillé aussi avec Victoria Museum. Et là, on est aussi sur un autre projet français, donc l'ASCO 4, qui va bientôt s'ouvrir cette année. Il y avait aussi le Churchill War Museum, le musée de la Première Guerre mondiale également. Oui, tout à fait, qui a été inauguré il y a très peu de temps, où on a eu effectivement de très bons retours. Également. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait cette attractivité avec Casselman et avec ces outils modernes dont vous disposez? En fait, je pense que nous sommes spécialisés dans tout ce qui est expérience immersive. Nous avons une expérience qui... On sait comment traiter avec la nouvelle technologie, on sait comment les visiteurs réagissent devant les dispositifs, donc ça fait plus de 20 ans qu'on fait ce travail et aussi on est très en concert aussi avec les architectes qui travaillent avec nous et aussi avec les différents producteurs, on a la direction artistique, donc on essaie de garder quand même un fil rouge tout au long du parcours. Au démarrage, vous étiez 115 dossiers. Qu'est-ce qui a fait qu'on a choisi Casselman et ce ticket gagnant X2 Casselman? Je pense que c'est un binôme qui fonctionne très très bien puisque nous avons vraiment travaillé main dans la main. Nous avons pris en compte l'aspect architectural et aussi ils nous ont écoutés par rapport à nos attentes, à ce que signifie en fait un parcours permanent, qu'est-ce que c'est qu'un parcours immersif. Et je pense que là, notre binôme X2 Casselman marche très bien. Qu'est-ce que vous avez comme autre grand projet prochainement? Là, on a l'ASCO 4 qui va s'ouvrir en décembre 2016. Donc ça aussi, c'est un projet, je pense, très attendu. On est aussi dans un parcours immersif, également plongé dans la technologie. On espère que les gens vont aussi apprécier l'expérience qu'on leur propose. Voilà, donc vous voyez, Marie, entre les architectes parisiens d'X2 et Casselman, ces Anglais, on a rejoué finalement l'entente cordiale. Absolument, merci beaucoup Jean-Pierre. Et puis sachez que pour préparer votre visite, nos confrères de Sud-Est vous proposent un hors-série donc sur la Cité du Vin, un supplément extrêmement complet dans lequel vous allez trouver pléthore d'infos. Donc pour préparer cette visite hors-série est disponible en kiosque jusqu'au 23 juin. Alors, on l'a dit, l'incontournable de la visite de cette Cité du Vin, c'est vraiment la cave à vin, une cave à vin, mais tout à fait exceptionnelle, là encore unique au monde, Christophe Château. Oui, moi, hier, lors de la visite, je faisais le tour et tout le monde mettait la main à la pâte pour terminer. Nicolas Lascombe était au restaurant en train de passer le balai pour nettoyer les dernières choses. Didier Houdin du groupe Arôme, qui, avec Régis Destil et Gilles Momy, vont gérer cette cave à vin, était sur un escabeau en train d'accrocher les dernières bouteilles pour remplir les casiers. C'est un lieu vraiment magnifique, c'est une cave circulaire et qui va représenter l'ensemble des vins du monde. Il y a plus de 800 références de vins qui sont présentes, de 70 pays, avec environ 80 vins de Bordeaux qui seront présents et les vins vont tourner au fur et à mesure du temps. Et c'est la plus belle vitrine qu'on peut offrir aux vins de Bordeaux parce que être comme ça au centre de tous les vins du monde et donner la possibilité aux visiteurs de venir acheter les bouteilles pour les consommer sur place ou pour les emporter chez eux, quelle meilleure publicité pour le produit que de partir avec une bouteille. Et Charles, selon vous, cette cave, elle est destinée à tous les publics, novices et amateurs? Absolument, absolument. Et je pense qu'effectivement, les touristes se retrouveront dans cet éclectisme de choix et de références qui sont proposées. Et
je pense qu'un certain nombre de professionnels en feront certainement leur boutique cantine probablement. Ouais. Merci infiniment. Merci vraiment à vous d'être venus ce matin. Participez donc à cette émission. Nous sommes là en direct depuis 9h50. Sachez qu'à midi, vous allez pouvoir suivre sur notre site internet sur france3.fr le discours donc, du président de la République. Et puis n'oubliez pas que demain, cette cité du vin ouvre ses portes au grand public à partir de 9h30. Le journal à midi sera réalisé ici en direct de la Cité du Vin. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, au revoir et à très vite.